Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Oyez maintenant les paroles des sorcières. Les secrets sont cachés dans la nuit. Les dieux anciens sont invoqués ici, afin que soit révélé l'art de la magie. En cette nuit et en cette heure, j'invoque le pouvoir supérieur. Transmettez vos pouvoirs aux sœurs qui sont 3. Nous voulons le pouvoir. Donnez-nous le pouvoir. Le pouvoir des 3 nous libérera. Le pouvoir des 3 nous libérera. Bonjour à toutes, petites sorcières et petits sorciers qui nous écoutez. Bienvenue pour cette nouvelle émission que je suis très contente de vous proposer avec Sophie. Il s'agit de l'émission Charmed Ones. Oh, un beau titre, mais que cache-t-il? Vas-y Sophie, explique à nos auditeurs tout en leur souhaitant bien sûr la bienvenue. Alors, bienvenue. Alors, c'est un podcast qui est dédié à la série emblématique culte des années 90, Charmed. Et comme on est un peu folle, on a décidé de reprendre toute la série et de consacrer chaque épisode du podcast à un épisode de la série. Rappelons que ça compte 8 saisons. Donc, je ne sais pas si on tiendra jusqu'à la fin de la série. Parce que, bon, soyez honnêtes, la qualité se dégrade un peu au fur et à mesure. Mais bon, on s'est dit que en cette période approchant d'Halloween, c'était le moment idéal pour se remettre au chaudron et ouvrir notre grimoire pour revenir sur cette série qui, pour nous, était emblématique de notre adolescence. Tout à fait. On en parlera un peu plus en détail de l'impact qu'a eu cette série sur nous. Mais c'est vrai que c'est... Pour moi, oui, c'est quelque chose de super important qui m'a aidé, qui m'a fait rire. Enfin bref. Et puis aussi, je sais pas toi, mais le décès de Shannon Doherty, ça m'a donné vraiment le coup qu'il fallait pour repartir sur ce projet parce que ça m'a beaucoup touchée. C'est vraiment une actrice que j'ai trouvée courageuse. On va vous parler d'elle. Je dédie ce premier épisode à Shannon Doherty. Elle le mérite et vous verrez tout au long de la série en plus d'épisodes, on vous fera des points coulisses, des points pop culture. On va essayer un peu de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que c'est la faute des actrices? Est-ce qu'il y aura pas du complot peut-être? Je ne sais pas. En tout cas, petit spoiler, un des producteurs de la série qui devient showrunner est un violeur harceleur. Donc voilà, ça ternit un peu, mais on va essayer quand même de vous montrer qu'il y a du bon dans Charmed. Il y a quand même des choses intéressantes. On va essayer, ça créera des débats. Peut-être qu'on fera des exercices d'écriture, genre comment arranger cet épisode. On verra. On verra, ça peut être drôle, ça peut être drôle. Mais on va essayer aussi de parler de sorcellerie, de pop culture, parce que Charmed, c'est une série qui a rendu pas mal d'hommages aussi à la pop culture, en plus de la sorcellerie. Ça part aussi des fois de figures mythologiques. Enfin, on vous fera des petits points. C'est l'occasion, ça nous fait plaisir, c'est comme ça. C'est gratuit, profitez-en. Mais avant de nous lancer dans l'épisode du jour, qui est donc le pilote de la série, le titre c'est donc Something Wicca the Way Comes, qui est une référence à Shakespeare. Tu sais, les fameuses sorcières là autour de leur chaudron, dans Macbeth, si je me trompe pas. Prue, tu veux revenir une seconde? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle doit vouloir nous dire quelque chose. Attic, c'est le grenier. On va commencer par vous présenter un petit peu la création de Charmed, qui est là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là de la série. Donc la série, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque de Charmed, il y avait une autre série qui avait du succès, qui s'appelait Buffy contre les vampires, qui était diffusée sur la Warner Bros. Et la chaîne s'est dit, tiens, si on essaie de surfer sur le succès et qu'on proposait une série un peu surnaturelle dans la même vibes. Et donc, il contacte monsieur Aaron Spelling. Sophie, est-ce que tu veux nous présenter ce grand nom de la télévision? Oui, tout à fait. Donc Aaron Spelling, qui peut-être aujourd'hui ne dit pas grand-chose aux jeunes générations, sa fille Tori Spelling est peut-être plus connue que lui aujourd'hui. Néanmoins, Tori Spelling, c'est quelqu'un qui a contribué beaucoup à la télévision américaine et vous allez vite voir que vous avez forcément vu au moins une de ses productions. Donc en fait, c'est un Texan qui est né en 1923 et qui a fait d'abord des études de journalisme dans une université méthodiste du Sud. Et alors, truc improbable, mais il a fait quelques mois aussi à la Sorbonne. Voilà. Ah ouais. Donc, il se passionne pour le journalisme, mais il y a quelque chose qui le passionne encore plus, c'est le théâtre. Et il se dit, bon, a priori, faire une carrière dans le théâtre, c'est compliqué, mais je vais quand même m'y tenter. Et en fait, il décroche des petits rôles, etc. Ça lui plaît bien, et il se dit, tiens, je vais tenter ma chance à Hollywood. Quoi?
faut être audacieux dans la vie. Et donc, il obtient des petits rôles à Hollywood, mais en fait, ça marche pas de ouf sa carrière d'acteur. En revanche, à l'époque, il commence à avoir pas mal de séries qui se construisent, qui se font, et il se dit, tiens, je vais produire des séries, en fait. Et il se lance sur des petites séries, et ça commence à marcher au fur et à mesure, et à un moment donné, il produit une série qui va cartonner, Starkey Hutch. Et là, sa carrière décolle. Il va faire après L'Île Fantastique, Les Drôles de Dames, La Croisière s'amuse, autant dire que des succès J'ai qui tout vont vu. émailler toutes les années 70. C'est vrai qu'on était gamins, enfin en tout cas, moi c'était le cas, il Ouais. passait régulièrement ces séries, enfin pas Starkey Sur Hutch, la moi je l'ai un peu 3, échappé, sur mais la 3, ça passait. C'est des séries que je regardais quand j'étais malade et que j'allais pas à l'école. Et c'est je ça! tapais La Croisière s'amuse, L'Île Fantastique. C'était des séries, en fait, c'est bien d'en parler. C'est des séries qui mettaient l'accent sur le côté romantique. Dans La Croisière s'amuse, il y avait toujours des histoires de gens qui se rencontrent sur le bateau, qui tombent amoureux et qui décident de se marier à la fin de l'épisode, à chaque fois. Je Ah, c'est pense pour ça qu'après, ça a que fini par un j'ai divorce pour jamais chaque été très couple. cliente de cette série du coup. Oui, oui. Ou alors ils avaient des problèmes avec leur mère. Voilà, c'était un peu ça. Et l'île fantastique, c'est des gens qui allaient sur l'île fantastique parce qu'ils avaient un rêve, mais ils finissaient par tomber amoureux de quelqu'un et sûrement par se marier aussi. Donc pour vous planter un Mmh. peu, Spelling, c'est beaucoup l'amour. Drôle de dame, il y a pas trop de c'est plutôt Alors, de deuxième l'action, hein, point, de l'enquête, hein. deuxième point, les productions Spelling, c'est aussi un côté sexualisant de la femme. Ils te disaient oui, c'est des femmes fortes, mais elles étaient beaucoup sexualisées. Et c'est quelque chose qui revient souvent dans ces productions, surtout dans les années 90. On va en parler après, mais je te laisse continuer. On pourrait dire que c'est le syndrome, de la James Bond girl quoi, qui est à la fois une femme forte, indépendante et cetera, Ouais. mais qui est surtout sexy et qui va, vachement aider le héros masculin. Donc c'est un peu le je pense que c'est vraiment emblématique des années 60-70. En fait, c'est l'émergence de ce que j'ai vu dans une vidéo YouTube je me rappelle plus de la créatrice youtubeuse qui m'en parlait. En fait, du girl power, en fait, qui s'oppose un peu au féminisme, dans le sens où c'est un peu comme si la pop culture et tout ce qui est le capitalisme avait absorbé ce que le féminisme disait, à savoir que les femmes voulaient être indépendantes et fortes, mais leur dit en même temps, mais soyez aussi sexy, s'il vous plaît, hein. Comme Ouais, ça, le public masculin, il va dépenser de la thune, et vous aussi, et du coup, voilà, c'est un peu la réabsorption par le système du Mm. féminisme, en fait, Mais c'est qui a quelque chose qu'on émergé dans va les années voir 60. dans les saisons de Charmed, surtout à partir de la saison 4, où ça va Mmh. vraiment être ça qui va être plus mis en avant. Tout à fait. Mais à la fois, c'est quand même assez vite mis en avant parce qu'on va Oui. pouvoir le voir notamment dans le personnage de Phoebe, qui a quand même des tenues toujours très sexy dès le début de la série, hein. C'est-à-dire que de moment tu fais, c'est une tenue pour être un pyjama, pas pour porter le jour, quoi. Et voilà, bref. Mais Et en même je temps, vais qui a mis, l'expliquer. voilà, mais bref. On revient à Aaron Ah, Spelling, monsieur, donc ouais. du coup, ça c'est les années 70. Mhm. Dans les années 80, il lance Dynasty pour concurrencer Dallas, qui aura également son petit succès. Ah Et bah, les petites bastons entre les deux, entre la blonde gentille et la brune méchante, où elles arrêtent pas de se mettre dessus avec des claques et tout. C'était genre le gros truc classique de la série qui a été repris moult fois. T'as même un épisode dans La Nuit d'Enfer où tu as les acteurs de Dynasty qui font les parents de... Enfin, le père de Sheffield et sa secrétaire. C'est ok. John... Je crois que c'est John Collins qu'elle s'appelait. Vraiment, moi, Et c'est Dynasty, elle, voilà. Dallas, Bah, c'est j'ai pareil, c'est jamais le genre vu, de quoi. truc que je voyais quand je ne faisais rien de ma vie, et c'était très très drôle parce que vraiment, tu voyais que c'était genre le prétexte, genre ah vas-y, elle va lui en mettre une, elle va lui en mettre une. Mais genre, tu vois, elle se battait en mode je te tire les vêtements et tout, genre sexy, tu vois, sexy baston. D'accord, ok. Je vois d'où tire son inspiration RuPaul quand il demande de faire de l'acting au candidat. C'est ça. Non mais tu rigoles, c'est ça. Ensuite, on a les années 90 où il revient en force avec Beverly Hills. Melrose Place. Et puis, il va aussi lancer sa propre société de production audiovisuelle, Spelling Television, avec laquelle il va produire, entre autres, Charmed. Donc vraiment, c'est les années 90, c'est vraiment le sommet de sa carrière, on va dire, la consécration. Et il revient vraiment en force en se concentrant sur vraiment, on va dire, un public cible adolescent avec des Avec ados des ou jeunes vibes adultes. sexy quand même, parce que Oui. les années 90, ces persos sont hyper sexualisés. Même dans Beverly Hills, tu vois, où c'était quelque chose qui était voilà, des lycéens, elles portent des tenues quand même bien moulantes. T'as toujours une petite scène un peu genre ouh c'est sexy machin. Et le pire, c'était dans Melrose Place,
où vraiment tout était occasion à mettre les actrices en tenue sexy de lingerie. Et celles qui s'opposaient à ça, et ben, ils les faisaient se barrer. Donc Hmm. c'était un peu ça. Et il me semble que déjà Brad Kern, qui est un des producteurs, qui est le producteur problématique de la série, travaillait déjà avec lui. Et ça va être intéressant parce qu'ils ont bossé sur la série Savannah, qui était une série un peu dans le style Dallas Dynasty, donc qui se passait, je sais plus, à Savannah. Voilà, où tu avais un peu des bastons et tout. Mais sur cette série travaillait Constance, alors M. Burge, je vais dire, Mhm. qui est en fait la personne qui va être la créatrice de Charmed. Donc elle a été scénariste sur cette série-là. Elle va travailler sur Charmed jusqu'à à peu près la saison 3, même si elle est créditée tout le temps comme créatrice. Elle va être de plus en plus écartée par Brad Kern, qui va de plus en plus imposer une vibes très sexy, parfois trop sexy. On en reparlera. Hmm. En tout cas, qui était problématique. Et elle, après Charmed, elle va travailler comme scénariste sur des séries comme Boston Public, sur Ally McBeal, par exemple. Donc, elle a pas fait. Après, elle a pas fait grand-chose. Elle travaille sur US Marshall. Si, elle a écrit un épisode pour Eureka, je vois. Enfin, elle a pas fait grand-chose. Elle est aussi créditée en tant que créatrice pour la série Charmed, le reboot de 2018, vu que c'est elle qui a inventé les personnages. Donc voilà, elle n'a pas non plus une grosse carrière, mais en tout cas, elle est engagée et elle, au départ, elle voulait, avec Charmed, développer l'histoire. Alors au départ, c'était 3 copines qui devaient être colocataires et qui habitaient. Alors c'était pas à San Francisco, c'était, je crois que c'était à Los Angeles. Bon, en tout cas, c'était pas à San Francisco, mais elles devaient habiter ensemble et donc être des sorcières. Et on devait voir comment elles géraient leur vie, comment elles grandissaient, parce que c'était vraiment des très jeunes femmes, genre la vingtaine, tu vois. Donc le but de la série, c'était de parler du passage à l'âge adulte, des enjeux que les femmes de cette époque devaient affronter. Donc c'était vraiment quelque chose centré sur le féminisme, sur la sororité, voilà, vraiment très centré sur la sorcellerie. Et Aaron Spelling a dit ouais, bof, non, on va dire plutôt que c'est des sœurs. On va dire que c'est à San Francisco et puis on va rajouter un peu de sexy là-dedans parce que ça manquait un peu de sexy. Mais quand même, il a gardé après les bases qu'elle avait mis. On va le voir dans les premières saisons. Il y a quand même ce côté-là de vivre ensemble, de voilà évoluer, grandir, trouver sa place. On va le voir dès ce pilote. Mais au fur et à mesure, ça va partir sur plus de surnaturel, plus de genre le but ultime, c'est avoir des gosses. Pour vous résumer le Hmm. truc, alors que c'était pas forcément ça au départ. Et en fait, la créatrice, j'ai vu qu'elle l'a quand même mal vécu, le fait d'avoir été, au fur et à mesure de l'avancement de la production, écartée de la série par Brad Kern. Et je la comprends totalement. Hmm. Donc, en tout cas, la production se lance en 98. Et au niveau de la création, il y a un petit, pas un procès, mais un petit point de est-ce que c'est un hommage ou est-ce que c'est une Gad Elmaleh avec le film The Craft. 4 filles vont enfin libérer leur pouvoir. T'as jamais essayé d'invoquer les esprits? La magie noire. Cher grand-mère, être comme un bateau, cher grand-mère. Franchement, géant, on va pouvoir provoquer les choses pour de bon. Donc, il y a le réalisateur de The Craft, donc The Craft, qui est un film qui est sorti en 96, donc qui raconte en gros l'histoire de 4 jeunes lycéennes qui découvrent la magie grâce à Manon, leur déesse fantastique, et qui s'en servent un peu pour Maman. se venger. Comment? En Mambo. français, c'est Manon, en français. Là, c'est mal traduit, normalement, c'est Mambo. Oui, non, mais de toute façon, la VF, le cours de français, c'est un cours d'histoire où on te parle du régime de Vichy. Hein. Je l'ai revu en VF, et le gars, il fait « Oui, alors le régime de Vichy, c'était ça et tout ». Alors que tu vois que le bouquin qu'ils ont, c'est un bouquin de cours de français. Et je crois que quand tu le regardes en VO, c'est un cours de français. Hein. Ah, pardon, c'est Mabon, et normalement, c'est pas Ah. une déesse, ça signifie l'équinoxe d'automne. Mais bon. Bref, et on voit un peu, parce qu'elles essayent de s'en servir, parce qu'elles sont un peu soit harcelées, soit complètement folles, soit... Enfin bref, elles essayent de... et ça tourne mal. Et bref, dans ce film, on a une chanson qui est en fait le générique de Charmed. Et alors, je l'ai noté. C'est une reprise en fait d'une chanson des Smiths. Ouais, c'est pas Love... Attends, non, c'est How Soon Is Now, je crois. Voilà, un truc comme ça, ouais.
Et alors le groupe qui le reprend, par contre, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est le générique de Charmed, c'est sûr. Et donc, ils ont repris la chanson du film, parce que ça les a un peu inspirés. Mais le réalisateur dit que la série a copié beaucoup de choses de son film. Donc, écoutez, on va essayer de vous faire un Après, point. je sais pas, parce que honnêtement, il y a beaucoup de différences quand même avec le film, en fait. Ouais, Moi, les points que je trouverais qui sont communs, c'est l'inspiration Wicca. tout C'est à fait. la musique, parce que la musique, c'est le rock californien de l'époque qui est à la mode, et Ouais. clairement, tu retrouves les mêmes types de musique avec moins de budget pour pour les musiques dans la série Charmed. Sinon, ça s'arrête là, quoi, parce que les lieux, c'est pas du tout les mêmes. Les âges, bah, c'est-à-dire que dans C'est pas un, du tout c'est pareil. des adolescentes, et dans l'autre, c'est des jeunes femmes, donc les problématiques sont carrément différentes. Ensuite, elles forment une famille, un coven ensemble, où elles cherchent un peu une côté de sororité, mais globalement, c'est une bande d'adolescentes, en fait, des amies, alors que dans l'autre cas, c'est des sœurs, en fait, et ça change toute la Ouais, dynamique, je trouve. En plus de ça, des trucs sur les sorcières, en fait, il y en a eu plein avant ça, en fait. Donc, totalement. je pense que ça surfe sans doute sur le succès de The Craft, etc., et de Buffy, mais je pense que ça s'arrête là, en fait, les points communs, quoi. Il Oui. y a pas grand-chose de commun du reste. En plus, les problématiques, la thématique de The Craft est complètement différente de Charmed, en fait. Parce que dans The Craft, on va dire la morale de l'histoire, c'est n'utilise pas tes pouvoirs, ne t'empowerment pas sur le dos des autres. En gros, ne te venge pas, sois fort par toi-même. Ce qui est peut-être pas un message si positif que ça, puisqu'au final, le personnage qui est considéré comme méchant, au final, c'est quand même une gamine qui vit dans une roulotte, qui subit la violence de son beau-père et de sa mère, et qui essaie de s'en sortir par elle-même, et en gros, on la traite de folle, et celle qui va un peu lui apprendre la leçon de vie, c'est une gamine de riche qui n'a pas trop de problèmes en dehors de sa dépression. Et en gros, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un bashing des personnes des marginaux. Enfin, je sais pas, la conclusion de Oui, The oui. Craft m'a toujours laissé dubitative. En revanche, dans The Shard, la menace, pour moi, ça, surtout dans le pilote et dans les Mmh. premières saisons, c'est les hommes, en fait. Oui. C'est Ah les oui, hommes c'est le qui font défaut, patriarcat. c'est les hommes qui posent problème, c'est le patriarcat. Et ça, c'est une thématique qu'on retrouve dans un autre film qui sort la même année, donc n'a pas pu servir d'inspiration, mais quand même, moi, me fait vachement passer, qui est Les Ensorceleuses. In the Owens family, life was always magic. Most excellent. And love Any man who wins the heart of an Owens woman is bound to end up 6 feet under. was always tragic. It was an accident. It was fate. It was the curse, wasn't it? He died because I loved him so much. Two sisters. One would play it safe, You spent all your energy just trying to fit in, but you're never gonna fit in, Sal. We're different. while the other would run wild. Hang on to your husbands, girls. But now, an accidental death How much did you give him? I wasn't using a measuring cup. He was trying to kill you. will become a practical matter. Please, God, please, if you get us out of this. Oui. Avec Sandra Bullock et Nicole Kidman. Ah mais tout à fait, j'adore ce film et d'ailleurs ouais, tu l'as dit qui est sorti en 98 et c'est exactement ça puisque on a une des sorcières qui est sous l'influence d'un homme toxique et violent et qui veut se Plus que sortir de cette toxique. relation-là. Oui, à fond toxique. Et oui, et on a une histoire où vraiment c'est des femmes qui vont se soutenir, qui vont essayer de s'entraider et c'est totalement ça. On a vraiment ce côté sœur puisqu'on a une famille. On n'a pas que les sœurs, on a aussi les tantes, on a les enfants, on a ce côté générationnel qu'on va avoir dans le Charmed aussi. Ouais. Donc ouais, moi j'aime beaucoup ce film, franchement. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup. Et je trouve que là, pour le coup, là, il y a plusieurs trucs en fait qui me rappellent même Charmed en lui-même, quoi. Mais C'est-à-dire que t'as totalement les l'histoire du rosier personnages. que tu Ouais, retrouves dans le premier épisode de Charmed, qui est associé en plus à cet homme négatif, quoi. Et là, ouais, du ouais. coup, la rose qui est d'habitude associée à l'amour, aux romances, etc., est négative en fait, est une notion négative. Et avec les ronces qui piquent, qui vont vraiment... Enfin, vraiment, il y a des points, les sœurs qui vont... En plus, moi, je trouve que au niveau des caractères, le personnage Sandra Bullock, il rappelle Piper, le personnage Nicole Mmh. Kidman, il rappelle Phoebe. Phoebe qui, au début, elle arrive dans la On va en parler, maison, ouais. et tu comprends pourquoi, parce que à cause d'une histoire avec un mec, en fait. Donc, Mmh. il y a vraiment des points très communs, je trouve. Après, il y a des distinctions, Ouais. évidemment, et puis t'as la maison aussi, la maison familiale, qui est un peu C'est ça. magique. Puis t'as l'emploi d'un livre avec les recettes pour faire les Ouais. potions.
Donc tu retrouves ça aussi Et la chambre dedans. où est Nicole Kidman dans le film Les Ensorceleuses ressemble vachement Mmh. au grenier des sœurs Halliwell, quoi. Enfin, il y a vraiment des trucs où Totalement, tu te dis, totalement. voilà. Mais c'est vrai, franchement, je vous le conseille ce film. C'est en plus pour Halloween, c'est parfait. Ouais. Ça vous met dans l'ambiance, c'est top. Et en plus, la conclusion est beaucoup plus joyeuse, je trouve, Oui. que celle de The Craft. Puis je trouve que c'est un beau message, enfin vraiment sur le fait de s'entraider, d'avoir ce côté sororité et tout, c'est hyper important. Surtout face à un monde où tu as l'impression, et dans Charmed, tu vas le voir, que les hommes, quelque part, nous montrent, on est censé être unis, mais il y a toujours par derrière des hommes qui essayent de foutre la merde, et on va le voir rien que dans la production de Charmed. Je pense que c'est un peu ça aussi. Mmh. Donc voilà, c'est vraiment un paradoxe cette série. Ouais, Quand ouais, même. ouais. Bah, Mmh. moi, j'ai l'impression que, déjà, après, faut voir plusieurs choses. Ouais. Le male gaze, à l'époque, ça fait vendre. C'est-à-dire que Charmed était regardé par beaucoup plus de garçons que Buffy, du fait que c'était réputé que, bah, les actrices étaient habillées de manière sexy. Et même dans les premières saisons, où elles sont beaucoup moins sexy que les saisons d'après, où elles sont encore plus sexualisées, quoi. Déjà, à l'époque, il y avait cette idée-là qui faisait que, moi, je me rappelle que t'avais des mecs qui n'osaient pas admettre qu'ils regardaient Charmed, mais qui regardaient Charmed Oui. clairement pour les comédiennes, quoi. Et, Bah, pour le et plot, pour comme leur on dit, charme. la fameuse blague. C'est ça, quoi. Et du coup, voilà, je pense qu'il y avait, enfin, clairement dans les chiffres, d'ailleurs, apparemment, il y avait des chiffres beaucoup plus en hausse d'audience des épisodes quand elles avaient des tenues hyper sexy, quoi. Et surtout, le personnage de Phoebe, quoi. Qui, bon, après, elle a un long passé à la télévision. On va le Ouais, voir mais on après va dans en le casting, parler, ouais. mais voilà, donc je pense aussi que c'est un produit de son époque qui montre en fait toute la complexité de cette époque où on pouvait Ouais. avoir effectivement des personnages féminins forts et à la fois du male gaze, quoi. Bah, après aussi, ça vient de la production, c'est-à-dire c'est quelque chose que tu revois dans les différentes interviews des comédiennes. Je crois que c'est un des trucs où elles sont toutes d'accord dessus. C'est que Warner Bros, en fait, au tout début, ils faisaient de la pub, ils étaient avec elle, mais au fur et à mesure des saisons, en fait, ils boudaient la série, ils faisaient de moins en moins de pubs, ils mettaient de moins en moins de budget, jusqu'à arriver à la saison 8 où c'était vraiment l'enfer, où c'était vraiment, même pour ceux qui écrivaient et tout, c'était compliqué. Donc c'est une série où vraiment il y a plein de facteurs qui fait qu'il y a eu des problèmes, et je pense qu'on peut arriver sur le cast. C'est qu'aussi dans le cast, on a des actrices qui ont subi des traumas, et je pense que ça n'a pas aidé. Vraiment, on peut commencer par Shannon Doherty qui à l'époque était un peu le nom sur lequel la série avait été vendue. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Shannon Doherty, elle a commencé sa carrière à 7 ans. Elle a doublé un personnage dans le film Brisby et le secret de Mime. Je sais pas si tu connais. C'est un vieux dessin animé de Don Bluth. C'est vachement bien, tu devrais regarder. Il y a un côté un peu horrifique par moments. C'est très sombre comme dessin animé pour des gosses, mais c'est super beau. Donc bref, elle a commencé comme ça, et ensuite en 82, elle a joué dans La Petite Maison dans la Prairie, donc le rôle de Ginny Wilder, qui était donc la nièce de Lorraine Gals. Elle a joué de 82 à 84 dans cette série, et elle a eu déjà un petit traumatisme, parce qu'apparemment elle s'entendait bien avec Michael Landon, qui était le créateur de la série, et lorsqu'il est mort, apparemment elle l'a mal vécu. Bref, par la suite, on a pu la voir notamment dans un film je crois que t'aimes beaucoup, Heathers. Ouais. Il est très bien ce film. Il y a Winona Ryder, je crois, dedans, si je me trompe Oui. pas. On vous le conseille également. Et puis donc par la suite, en 90, elle va connaître la grosse explosion avec Beverly Hills. Et là, à cette époque-là, donc elle jouait le rôle de Brenda Walsh, qui était la sœur jumelle de Brandon Walsh. Et bref, à cette époque-là, elle est très mal entourée. Elle sort avec des personnes assez toxiques, et elle tombe dans l'alcool. Donc forcément, elle commence à avoir des retards sur le tournage. Et puis à ce moment-là, il y avait des rumeurs de disputes avec une autre actrice de la série, Jenny Garth, qui jouait Kelly, donc qui était sa best friend slash comment on dit déjà. Bref, toutes les deux, elles aimaient Dylan. Bref, voilà donc. Mais avec elle et avec Gabrielle Carteris, qui jouait Andrea dans la série. La seule qui pouvait la bérer, c'était Tori Spelling. Elles étaient super potes à l'époque. Et puis bon, ça arrivait à un moment où elle était vraiment ingérable sur les tournages à cause de ses problèmes, parce qu'elle avait des problèmes mentaux plus l'alcoolisme, ça allait pas du tout. Donc Aaron Spelling, il lui a dit écoute, je te vire.
Donc elle a été virée de la série et ça avait fait vraiment un choc à l'époque et elle s'en était pris plein la gueule. Il y avait vraiment genre tout un truc de bashing sur elle, sur son perso et tout, mais c'était violent, vraiment. Pour avoir revu un documentaire sur Beverly Hills, c'est vraiment violent ce qu'elle s'est pris, alors que c'était une personne, tu vois, qui avait des soucis, qui avait besoin d'être aidée, qui avait besoin d'un meilleur entourage. Mais non, c'est mais vraiment des trucs dégueulasses, sexistes et compagnie. Donc bref, elle en a chié. Donc par la suite, elle a essayé de faire des téléfilms pour essayer de rester dans le milieu. Et puis, elle est engagée pour jouer dans Charmed. Donc, Spelling fait de la pub autour en disant « Regardez, tout va bien avec elle, je la engage. » On te fait tout un truc en disant « Oui, elle a repris sa vie en main, youpi. » Faut Vas-y. aussi dire que quand... Alors, peut-être que tout le monde la bâchait, mais en tout cas, les chiffres, les audiences étaient ouf quand elle jouait dans la série. Ah et à oui. partir du moment où elle a cessé de jouer dans la série, ils ont perdu, je crois, 7 milliards d'audience. Enfin, c'est énorme, hein. C'est énorme. C'est genre un tiers de l'audience qui était plus là. C'est juste énorme, quoi. Et du coup, évidemment, la rembaucher pour Charmed, en fait, c'était une bonne idée pour les audiences, hein, parce que bon, le but quand C'est même, ça. à l'époque, toutes les audiences permettent de financer des produits parce que tu te bases sur la publicité, en fait. Et plus t'as de monde qui regarde la publicité, plus tu peux la vendre cher, quoi. Surtout si le monde est jeune. Tout à fait, tout à fait. Donc, elle revient dans le succès, mais au bout d'un moment, tu vois, à partir du... Je vous résume vite fait, on y reviendra plus tard, mais à partir de la moitié de la saison 2, ça commence à pas aller sur le tournage. Elle a un problème avec les scénarios qu'elle trouve à chier, qu'elle en a marre. Et apparemment, il y a des tensions avec Alyssa Milano. Pourquoi es-tu aussi dur avec elle? Piper, elle n'a aucune clairvoyance, aucune notion de l'avenir. Je crois qu'elle a vraiment envie de se ranger. Oui, et tant qu'elle ne revient pas ici, c'est une bonne nouvelle. Alors, on a plusieurs points de vue, on y reviendra quand on parlera, on fera un point production. Peut-être qu'on fera un épisode sur les problèmes de Charmed. Je ne sais pas, menons l'enquête. Mais en tout cas, ça n'allait pas. Et à la fin de la saison 3, elle décide de partir. Alors, on ne sait pas si c'est elle ou si elle a été virée. Il y a des points de vue différents, donc je ne sais pas où est la vérité. Mais en tout cas, elle part de la série. Et là, après ça, elle va faire des émissions de télé-réalité, elle va faire des téléfilms, elle va en réaliser aussi. En tout cas, elle continue à jouer. Et puis, malheureusement, à un moment donné, elle tombe malade. Elle a un cancer du sein. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que la personne qui s'occupait de gérer ses affaires et de gérer notamment son assurance, elle s'est retrouvée sans assurance. Donc, elle avait du mal à pouvoir se soigner. Mais alors vraiment, je trouve que c'était un exemple de courage, Shannen Doherty, parce qu'elle s'est battue, elle a souffert, enfin, elle n'hésitait pas à montrer ce qu'elle vivait sur les réseaux sociaux, à avoir des paroles hyper encourageantes pour les gens qui vivaient ça. Enfin, voilà, c'était super dur. Et elle a réussi à s'en sortir et elle reprenait petit à petit sa vie en main. Et puis, il y a quelques années, le cancer est revenu plus agressif. Ça a fini par envahir le cerveau, mais elle s'est battue jusqu'au bout. Elle avait même fait un podcast dans les dernières années de sa vie où elle parlait de sa vie, où elle discutait avec d'autres comédiens, d'autres comédiennes. Et vraiment, elle est restée battante jusqu'au bout, alors qu'elle a vécu des trucs horribles. Tu vois, genre son mari, elle a découvert qu'il l'a trompée, que genre en gros, il attendait qu'elle crève. Mais c'est horrible. Et la meuf, genre, elle a obtenu le divorce 2 jours avant de mourir. Hein. Juste pour... elle s'est battue jusqu'au bout parce qu'elle voulait pas que le mec, il prenne son pognon. Parce qu'elle savait qu'elle allait mourir, tu vois. Donc, c'est horrible. Et vraiment, Shannen Doherty, c'est une guerrière. Et d'ailleurs, ce qui est aussi lié avec Buffy, c'est que Sarah Michelle Gellar était une de ses meilleures amies qui restait vraiment jusqu'au bout avec elle pour l'aider, la soutenir. Donc, voilà. Hommage à Shannen Doherty, vraiment. Est-ce que tu veux parler d'Holly Marie Combe? Oui, bien sûr. Holly Marie Combe, elle est née le 3 décembre 73 de parents qui étaient assez jeunes. Hein. La mère, elle avait 15 ans et le père 17 ans. Et sa mère, elle rêvait de faire une carrière d'actrice. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait passer des castings à sa gamine pendant qu'elle en passait aussi. Et du coup, Holly Marie Combe, elle débute très très jeune sa carrière. Hein. Elle est toute gamine quand elle commence à tourner dans des publicités. Et puis après, elle va faire des petits rôles jusqu'à ce que, en fait, elle tourne dans une série avec sa mère qui a un petit succès aux États-Unis et qui fait que elle est remarquée.
Et du coup, elle décroche des rôles pour le cinéma. Son premier grand rôle, on peut noter, enfin, grand rôle. C'est pas un grand rôle, mais c'est dans un film plutôt connu. C'est dans le film Sweet Heart, Danse, où elle va jouer avec Don Johnson et Suzanne Sarandon. Rien que ça. Et du coup, elle enchaîne avec Né un 4 juillet, aux côtés de Tom Cruise, qui obtient un Oscar pour le film. Donc du coup, là, c'est genre, waouh. Elle va enchaîner avec des comédies, dont une comédie romantique. Et puis, elle va décrocher un rôle principal pour le thriller Dr. Ictus. Donc voilà, c'est la première fois qu'elle a un rôle titre. Ensuite, elle va jouer dans la série Un drôle de shérif pendant 4 ans. Alors, juste préciser, parce que cette série, elle a une chienne de nom. Moi, je la connaissais sous le nom High Secret City, la ville du grand secret. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelait comme ça, mais si vous voulez. Ensuite, elle joue une vraie meurtrière condamnée dans Le Prix du silence en 96, qui est un autre thriller. Et puis, elle va décrocher un rôle récurrent dans la série Charmed, qui va en fait vraiment la faire exploser sur le plan international. Parce que juste là, jusqu'à présent, c'était du succès qui était quand même... Enfin, les trucs où elle était un rôle titre, c'était succès aux États-Unis, mais ça sortait pas trop aux États-Unis, quoi. Et pour sa prestation dans la série, elle va gagner un Razzie Award. Et puis, elle va ensuite continuer sa carrière, notamment en jouant dans Pretty Little Liars, ou encore, elle va faire un show de télé-réalité avec son ancienne partenaire, Shannon Doherty, où je crois que c'est 4 ou 5 épisodes, voilà, où elles font Oui, un je crois road qu'elle trip se baladait, ensemble. voilà. Voilà. Et il me semble qu'elle a participé avec un épisode du podcast de Shannon Doherty. Enfin, j'ai vu ça traîner à un moment donné quand je cherchais le podcast. qui avait été fait pas longtemps avant qu'elle meure, où elles ont recraché sur Alyssa Milano. Alors, ce qui est très bizarre quand même, parce que un coup, elle est pote avec Shannon Doherty, un coup, elle va au mariage où elle est la demoiselle d'honneur de Holly Marie Combs. Non, mais non, c'est Holly Marie Combs qui est la demoiselle d'honneur de Alyssa Milano. Alyssa Milano, oui. Non, mais Alyssa Milano, tu vois, genre, elles ont tourné un épisode de Charmed ensemble, de Grey's Anatomy ensemble, au moment où il y avait... la nouvelle showrunner de Grey's Anatomy était une ancienne scénariste de Charmed, donc elles étaient venues c'est Krista Warnoff, comme ça. Et en fait, après le tournage de cet épisode, Alyssa Milano, elle a dit qu'Holly Marie Combs avait arrêté de lui parler. Et après, elle est devenue super méchante envers elle. Non, mais c'est vachement compliqué, la production de Charmed. Mais moi, je vous jure, plus je fais des recherches, le seul point commun que je trouve, c'est que Holly Marie Combs, dès qu'il y a un truc qui est dit, elle est là. C'est-à-dire que, tu vois, t'as des moments où Shannon Doherty, elle disait qu'elle avait discuté avec Alyssa Milano et qu'elles avaient enterré la hache de guerre. Et puis, hop, il y a Holly Marie Combs qui se pointe et pouf, ça repart. Donc c'est bizarre. Moi, on en reparlera, mais je suis quand même, je sais pas, il y a des choses bizarres dans cette production, dans ces trucs. Je sais pas. Après, tu sais, entre le fait de s'investir, enfin, il faut aussi rappeler qu'aux États-Unis, ils ont l'acting studio. Du coup, ils s'investissent beaucoup trop dans leurs personnages. Surtout quand tu fais le rythme des séries de l'époque, c'était quand même 24 épisodes par an. Et ils avaient 8 jours pour tourner chaque épisode. Donc, en gros, t'étais d'un pot de ton personnage toute l'année, quoi. Donc, après, ça déborde, sachant que le personnage de Alyssa Milano et Shannon Doherty étaient censés se détester. Donc, elles en ont fini peut-être par déborder, etc. Je pense que c'était pas... Enfin, quand tu vois que même Buffy, à l'époque, les deux sous-tournages... c'était pas joyeux, que... Il y avait des problèmes entre l'actrice qui... Michelle Gellar, qui apparemment faisait des trucs de diva à partir du moment où la série a un peu marché, et que derrière la production, faisait pas forcément le boulot pour la faire redescendre de ses grands chevaux. Et du coup, ça fait forcément des tensions si derrière, la production calme pas le jeu, quoi. Donc je pense que c'est un mélange de tout ça. Et au fond, c'est peut-être aussi ça qui participe au fait que la série soit aussi... je trouve que les premières saisons, elles dégagent vraiment quelque chose. Et t'as vraiment l'impression de voir deux sœurs qui se prennent la tête. Donc peut-être que ça a participé aussi au final à ce que la série ait le succès qu'on lui connaît. Et même pas Holly Marie Combs, mais Shannon Doherty, qui avait son caractère, qui était considéré comme qui avait une très mauvaise réputation à Hollywood, mine de rien, elle faisait fonctionner de ouf la série et elle attirait les foules, tu vois. Quand t'as les premières éditions de pilotes, ils sont énormes. Donc au final, je pense que l'un va pas sans l'autre, quoi. C'est-à-dire que peut-être qu'avoir un seul caractère, c'est du charisme, je sais pas. Et puis je veux dire, quand tu bosses avec des gens, ils sont pas obligés d'être tes meilleurs amis, quoi. Enfin, tu fais ton boulot et tu te casses, quoi. C'était des collègues.
Et je pense qu'il y avait aussi, tu vois, le public qui croyait qu'elle devait être genre best friend forever, machin. Et je pense que ça a pas dû aider aussi. Enfin, quand tu vois les récits de pourquoi elles sont engueulées, moi, ce que je vois, c'est que c'est des meufs qui étaient en stress H24. Et tu vas voir quand je vais te parler d'Alyssa Milano, pourquoi je te dis que ça m'étonne pas que ce soit parti en couille direct. Ce qu'il faut savoir, c'est que Alyssa Milano, elle n'était pas la première actrice qui était sélectionnée. C'était une certaine Laurie Rome. Et il y a même un pilote qui a été tourné, qui n'a pas été diffusé, que vous pouvez retrouver sur YouTube facilement. Je vous mettrai le lien en description. Et donc, elle devait jouer Phoebe. Et en fait, la rumeur dit qu'elle est partie pour raison personnelle. Mais moi, je pense que c'est Aaron Spelling qui l'a fait partir. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, en fait, il y avait Alyssa Milano qui était dans Melrose Place, où elle jouait le rôle de la sœur du docteur Mancini, meilleur perso ever de la série. Bref, et en tout cas, il l'aimait beaucoup. Et en fait, il l'a pris pour la mettre dans Charmed. Et quand il arrivait, il arrêtait pas de dire partout en interview et genre « Ah mais c'est trop bien, on a Alyssa Milano, c'est la meilleure, je l'adore, c'est ma préférée, elle est trop bien, elle est populaire auprès du public, nanana, c'est elle qui va faire venir les gens. » Donc en fait, le gars, il a instauré direct, je pense, un mauvais climat. Parce que quand t'arrives, tu vois, c'est comme quand t'as James qui parle de BD Discovery. petit clin d'œil. Tu vois, c'est un peu pareil, quoi. Donc, je pense que déjà, t'arrives avec genre le patron qui te fait de la lèche. Ça doit pas aider. Ça doit pas aider. Mais en tout cas, pour situer Alyssa Milano maintenant, et aussi pourquoi j'ai une obsession pour elle, depuis l'enfance, j'ai fait toutes ses coupes de cheveux. Oui. Et alors, les cheveux frisiens ne m'allaient pas. Entre parenthèses. Donc, Alyssa Milano, elle a commencé à l'âge de 8 ans dans une adaptation de Annie au théâtre. Et par la suite, eh bien, elle a fait ses débuts à la télé dans la série Madame est servie, qui m'a quasiment élevée, voilà, faut le dire. Où donc elle jouait Samantha Micheli, la fille de Tony Danza. Donc elle a joué dans la série jusqu'à peu près les années 90. En même temps, elle a eu un peu une carrière au cinéma. On l'a vu dans l'extraordinaire film Commando, où elle fait la fille de Schwarzenegger. Et elle a dit que Schwarzenegger lui faisait faire ses devoirs de mathématiques. Très bien. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre ? Elle a été aussi chanteuse. Et oui, elle a enregistré des albums qui sont sortis au Japon. Au Japon, c'était une grosse star de la musique. Magnifique. Vous pouvez retrouver ces chansons en tapant sur YouTube. C'est très daté, mais très sympathique. Quand la série s'est finie, eh bien, elle a essayé un peu de continuer à exister et de casser l'image de fille gentille de Samantha Micheli. Donc, elle a fait pas mal de rôles un peu controversés, un peu sexy. Elle a aussi joué dans l'adaptation de Double Dragon, le jeu vidéo magnifique avec un film tout aussi magnifique où il y a Robert Patrick avec un bouc. Et là, elle a une coupe de cheveux. Alors, celle-ci, je l'ai pas fait encore. C'est une coupe courte avec un blond platine. Et elle a dit que c'était la pire coupe qu'elle avait fait de sa vie et qu'elle ne la referait plus. Donc après, par la suite, elle a continué à enchaîner des téléfilms. Elle a eu une période de dépression, justement, parce que Alyssa Milano, elle a vécu des agressions sexuelles. Donc voilà, je le dis, elle a eu des choses pas faciles. Et c'est ça qui a fait qu'elle a commencé déjà à être assez militante. Elle a beaucoup milité pour l'UNICEF, par exemple. Elle a commencé à s'engager sur ça. Après, elle a développé d'autres choses. Et puis, en 97, elle est donc engagée pour jouer dans Melrose Place. C'est son retour à la télé. Et pareil, elle est populaire. C'est-à-dire que c'est une figure de la télé que les gens aimaient beaucoup. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui pardonnaient pas quand elle a fait des choses un peu sulfureux. Mais bon, ils étaient contents de la retrouver dans Melrose Place. Et elle arrive dans Charmed, donc avec un aura vraiment d'amour, faut le dire. Et par la suite, après Charmed, elle va continuer à faire des téléfilms. Elle va faire la série Mistress, qui est l'adaptation d'une série anglaise sur, je crois que c'est des femmes de sportifs ou des femmes. Enfin, j'avais regardé quelques épisodes, mais c'était pas fou. Et d'ailleurs, tout est lié, attention,
Dans cette série, elle joue avec Eugene Kim, qui joue dans la série Lost le personnage de Sun. Après, on a pu la voir sur une série Netflix qui s'appelait Insatiable, que j'ai pas trop aimé, que je trouvais assez grossophobe, alors que c'était censé être l'inverse. Mais ça, c'est autre chose. En 2008, elle a aussi rencontré sur le tournage du film Pathologie Milo Ventimiglia, avec qui elle va nouer de l'amitié, et son fils s'appelle Milo à cause de ça. Et ensuite va arriver le moment du fameux MeToo, parce que Alyssa Milano est en fait la co-créatrice de l'hashtag MeToo. Et pourquoi elle a créé ce truc? C'est arrivé au moment de l'affaire Weinstein, quand Rose McGowan, qui jouait avec elle dans la série, a témoigné de ce qui lui était arrivé, et ça l'avait touchée. Et comme elle avait vécu ça, elle avait envie en fait de la soutenir en lançant cet hashtag et en témoignant elle-même et en devenant voilà très activiste. Et bizarrement, ça a pas plu à Rose McGowan, et c'est là qu'elle a commencé à se prendre la tête avec elle, parce que Alyssa Milano, elle a voulu un peu soutenir l'ex-femme de Weinstein en disant que elle aussi c'était une victime, qu'elle savait peut-être pas tout, qu'elle était peut-être menacée, et que il faut pas forcément l'accuser. Et donc Rose McGowan n'a pas supporté, et c'est devenu la baston entre les deux. Donc c'est assez compliqué. Sinon, Alyssa Milano, elle continue à être super activiste. Elle a un podcast qui s'appelle Sorry Not Sorry, qui est aussi le titre de sa biographie qu'elle a écrit, où elle parle de ce qui lui est arrivé, elle parle de ses engagements politiques, elle parle de féministe. Et c'est vraiment voilà quelqu'un de très très engagé, qui a eu une espèce de rage qui est montée, je pense, à cause de ce qui s'est passé sur Charmed et par la suite. Et là, actuellement, elle est en train de jouer à Chicago. Elle est en train de jouer à Broadway une reprise de Chicago, où elle joue le rôle de Roxy Hart. Mais ça reste quand même, je trouve, une figure assez populaire. Mais bon, voilà un peu pour les personnalités et le statut des actrices au moment où débute la série. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la production ou sur les actrices? Bon, j'ai prévu de parler vite fait de Ted King. Ah bah oui, tout à fait. Parce que dans la série, il y a aussi des mecs. Oh, il y a aussi des mecs. Il y a deux flics. Il y a deux flics. Il y en a un, j'ai oublié son nom, mais je l'aime bien. Daryl. Mais il sera plus développé par la suite. Voilà. Mais là, dans la saison 1, c'est le perso donc de Andy, qui est joué par Ted King. Alors vas-y, parle-nous. C'est ça. Donc Ted King, bon, alors il a pas une grande carrière, hein, c'est pas comme les 3 actrices principales qui ont une longue carrière derrière elles, qui vont être relancées complètement par la série. Là, c'est quelqu'un qui a enchaîné les petits rôles, on va dire. Il a joué dans Amoureusement Vôtre, excusez-moi, en 95. Et ensuite, c'est ce même rôle qu'il va jouer dans le spin-off de cette série qui s'appelle The City, qu'on n'a pas vu en France. Il obtient un rôle dans la série Dawson, qui est produit aussi pour la Warner Bros. Qui est devenu CW après, hein, pour expliquer aux gens. Qui a gardé son créneau de produire des séries pour les ados, plus ou moins fantastiques. Donc du coup, il a joué dans Dawson avant de décrocher son rôle pour Charmed. Voilà, il va être dès le pilote c'est dit, il va être le love interest de Prue, mais aussi un homme qui s'intéresse un peu à la magie et aux sœurs. Est-il une menace ou pas? Ça va être un peu une interrogation qu'on va avoir sur toute la saison 1. Il apparaît ensuite dans la série Jag, Frasier, ou encore dans d'autres séries. Voilà, il a des petits rôles. Il décroche un rôle principal dans la série Hôpital Central, où il va bosser dessus pendant plusieurs années. Alors ça, c'est une grosse série, une grosse institution justement aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est un soap opéra, si je me trompe pas, non? Ouais. Enfin, c'est une série médicale. C'est une série médicale, opéra, voilà, avec de l'amour et compagnie, quoi. Après, le soap, c'est pas forcément que amoureux, mais c'est une formule, on va dire, avec du relancement d'intrigue très régulier. Et en fait, en gros, le soap, c'est parce que c'était des contenus qui étaient faits pour vendre du savon, littéralement. C'est-à-dire qu'on programmait des pubs pour la ménagère de moins de 50 ans dedans. Et il fallait du coup que l'attention soit... pour que les gens suivent la pub jusqu'au bout, parce qu'ils voulaient regarder la suite d'épisodes. Donc c'est pour ça que c'est un format avec beaucoup d'intrigues, beaucoup de relancements, beaucoup de sous-intrigues, pour que en fait t'aies toujours l'attention qui est sous tension du spectateur. Donc c'est là d'où vient le nom, et en fait au final c'est pour ça qu'on voit des formules de soap opéra, pas que, enfin pour moi les experts par exemple c'est du soap aussi, parce qu'ils appliquent cette formule de plein d'intrigues en même temps, pour que tu suives en fait, et que tu ne veuilles pas décrocher quoi à ton regard de l'écran. Et les séries médicales aussi, hein, Grey's Anatomy, c'est totalement cette formule du soap opéra, quoi.
il va après faire toujours travailler dans des séries. On va le voir notamment dans Prison Break, Les Experts Miami ou encore Elementary. Le cinéma, il va faire pas beaucoup de films. Enfin, en tout cas, il y a des films où j'ai même trouvé zéro information dessus. Par contre, il y avait un film qu'on connaît, c'est X-Files Combattre le futur. Voilà. C'est vrai, il faisait un agent du FBI, non? Je crois. souvenir. Faudrait que je revoie les films, ils sont lointains dans ma mémoire. Ouais. Mais voilà, donc il a pas fait une énorme carrière, mais il a quand même joué Ou dans un pas mal de extraterrestre. contenus qu'on connaît. Voilà, et la dernière production que j'ai vue de lui, c'était en 2022, donc il continue sa carrière. Voilà, Tant bien que mal. un petit bonhomme de chemin, quoi, voilà. Après, t'es pas obligé d'être une grande star, à partir du moment où tu bosses tout le temps, tu mets des épinards dans les pattes, j'ai envie de dire. Ou de Oui, la bah, crème t'es sûr dans les d'avoir pattes, ton assurance l'expression. médicale. C'est ça, voilà. C'est ça l'important. Qu'à final, devenir une star et après perdre tout parce que j'étais peut-être fâchée avec je sais pas qui, tu vois, aux Ouais. États-Unis, ça va tellement vite. C'est clair. Bah, voilà un petit peu le casting des personnes importantes dans la série. Alors, ce qu'il faut aussi, j'ai pas pensé à ça, mais le statut de sorcière à l'époque, on a vu ça revenait un peu en force avec quand même, voilà, la sorcière qui représente une émancipation de la femme en quelque sorte. On avait déjà un peu ça avec Ma sorcière bien-aimée, et oui, j'en avais parlé dans un podcast. On croit qu'en fait elle est soumise à Jean-Pierre, mais non. Regardez bien la série, vous verrez que c'est aussi une personne qui essaye de coexister dans un mariage mixte, de dire voilà, je suis comme ça, il faut que tu l'acceptes, si tu l'acceptes pas, bah tu dégages, et qui arrive toujours à être ingénieuse et tout, dans un monde où c'est super stéréotypé, où la femme doit juste rester à la maison et s'occuper de la maison et des gosses et compagnie. Tu vois que avec l'évolution de la série, il y a quand même déjà ce questionnement de la sorcière comme symbole quelque part de l'émancipation féminine. Donc on est quand même sur cette vibes là. Ça a toujours été le cas, je pense, pour moi, et c'est encore le cas aujourd'hui, tu vois. Il y a eu Ouais, mais t'as les quand même sorcières des contre Trump. vieux films. Ouais. Mais t'as Oui, des bien sûr. vieux films, tu vois, genre je pense Ma voisine est une sorcière, ou je sais plus, Ma belle voisine, ou un truc comme ça. Il y a un truc avec sa voisine qui est une sorcière, ça c'est sûr. Où vraiment, tu vois, elle avait un moment cette figure de tentatrice, tu vois, de meuf un peu diabolique, la femme fatale quelque part, ou alors carrément la femme soumise. Donc mais à chaque fois, il y avait un moment où elle avait vraiment un côté un peu négatif, plus que positif, tu vois. Ou même quand tu prends carrément le bouquin, ça y est, je trouve plus. Ah bah c'est Les sorcières de Salem. Pff, vraiment, c'est tout simple comme titre. Non mais t'avais, tu vois, des livres comme ça où quand on te parle de la chasse aux sorcières, la sorcière devient un symbole négatif ou un symbole aussi d'hystérie collective, voire un symbole politique. Par exemple, dans le bouquin de Miller, c'était aussi une façon de représenter le macartisme, qui était d'ailleurs appelé la chasse aux sorcières, alors qu'on cherchait, tu vois, les communistes. Donc la sorcière égale communiste et compagnie. Donc il y avait vraiment aussi cet aspect-là pour désigner quelqu'un qui était quelque part un ennemi de la société. On peut dire. Après, est-ce que les féministes sont des ennemis de la société pour certains? Je ne m'avancerai pas. Mais on en parlera quand on verra la série, mais Ouais. mais il y a des trucs intéressants avec le féminisme, le girl power, etc. Moi, je Ouais. trouve qu'elle reste quand même hyper intéressante parce que même la misandrie, parce que en fait, elle va explorer pour moi, surtout dans ces 3 premières saisons, justement cette figure de la sorcière Ouais. et ses liens en fait avec le féminisme, la femme, etc., la société, le patriarcat. Et ouais, c'est pas forcément aussi simple qu'on pourrait le croire, comme j'ai envie de dire, le féminisme et le rapport entre la femme et le patriarcat n'est pas simple non plus. Donc, Tout à fait. Bah tiens, pour le coup, il y a une chouette vidéo qu'on vous conseille, c'est la vidéo alors je trouve plus son prénom. C'est Lizzie Brain, oui. Et le nom de sa vidéo qu'on vous recommande, c'est, attention, accrochez-vous, on est nulle part, Jésus, Sonic et Sabrina, le rabbito des sorcières. Attention, c'est une vidéo assez longue qui Oui. parle de beaucoup de séries, de films, de livres sur les sorcières et en gros de l'image de la sorcière à travers la pop culture. Ouais, de patriarcat, il y a tout un pan où elle va parler de l'historique du féminisme et de ses différentes évolutions. Elle va aussi parler de sorcières aussi liées justement à la cause LGBT+, avec justement sorcière, symbolisme de lesbienne. Et donc, elle va parler des sorcières lesbiennes aussi dans la pop culture. Donc, c'est Buffy intéressant. Mais quel bel exemple. D'ailleurs, tu vois, dans Charmed,
À part ça c'était un bon truc du reboot, d'avoir mis une des sorcières justement lesbiennes. Je trouvais que c'était une bonne idée. Voilà. Oui. Après, on en reparlera. Peut-être, je ne sais pas si on fera le reboot. J'ai aimé qu'une saison de reboot, c'est bon. Mais ouais, je vous la mettrai en lien. Franchement, allez voir cette vidéo. Si j'en crois le livre des ombres, une de nos ancêtres était une sorcière dénommée Melinda Warren. Et on a un cousin qui est alcoolique, une tante qui est folle et un père qui est invisible. Piper, elle a développé ses pouvoirs. 3 pouvoirs: déplacer les objets par la pensée, voir l'avenir et arrêter le temps. Avant que Melinda ne meure sur le bûcher, elle a souhaité que toutes les générations de sorcières qui lui succéderaient deviennent de plus en plus fortes, avec comme point culminant l'arrivée de 3 sœurs. Ce seraient les sorcières les plus puissantes que le monde ait pu connaître. Est-ce qu'on parlerait pas de l'épisode pour continuer la conversation? Si, tout à fait. Tout à Ah, fait. alors, est-ce que tu te sens de faire le pitch? Et même à... Oui. Pas Ah oui, on n'a pas parler parlé de notre rapport à la personnages, série. mais notre rapport à la série, on l'a pas fait. On fait Mais tout oui, dans mais qu'un fait dans faisons le ça. désordre, quoi. Mais aujourd'hui, c'est affreux, les enfants. Alors oui, parlons de notre rapport à la série. Pourquoi est-ce qu'on en parle là? Pourquoi on est là? Alors que souvent on dit ah Charmed c'est nul, c'est machin. James, attention, je vais citer James, il a dit ah mais pourquoi vous parlez de tous les épisodes? C'est pas bien, gna gna gna, vous êtes folle. Mais oui, on est folle. Mais oui, James. Bah, c'est justement Ouais. parce que beaucoup de gens ont un rapport très compliqué à la série qu'on s'est dit prouvons à ces personnes qu'elles ont tort et que Charmed a ses défauts, mais aussi ses qualités, quoi. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Et puis même quand c'est pas bien, c'est drôle et puis il y a des choses à en sortir. Il y a Oui. des réflexions à avoir. Tout n'est pas à jeter et bon, tout n'est pas non plus parfait, hein, soyons honnêtes, mais tout n'est pas Non. jeté. Mais c'est vrai que quand t'es ado, alors moi ado, quand je voyais la série, en général ça passait avant Buffy, tu vois, donc dans la trilogie du samedi et tout. Et pour moi, ça me faisait une soirée où je voyais en première ligne des femmes puissantes qui se battaient, qui faisaient des trucs, qui étaient voilà des choses qui me parlaient moi à l'époque déjà, qui essayaient aussi de m'émanciper, de trouver ma place. Enfin, tu vois, quand t'es ado, tu vois, j'étais en fin d'adolescence, quoi, 98, je me rapprochais voilà, de la majorité et compagnie. Bref, et c'était des questionnements, des choses comme ça qui me plaisaient. Et puis tu les regardais au début, tu te disais ah putain, elles sont trop cool et tout, les looks, les machins. Bon après, tu te dis non, je vais quand même pas m'habiller comme ça quand tu vois le pantalon vraiment ras le minou, non. Bon, voilà. Bref, mais c'est vrai que j'avais cet attachement-là. Et quand je le revois maintenant, alors oui, j'ai un peu la nostalgie. Oui, maintenant, je vois des choses qui me font me... Tu vois, surtout dans les dernières saisons où j'ai envie de dire putain, mais non, quoi. Mais je trouve que la série, elle reste sympathique, elle fait du bien, elle me fait rire. Et puis, je trouve que les actrices, quoi qu'il se soit passé en coulisses, à l'écran, ça fonctionne de ouf. Elles sont sympathiques. J'adore les filles, j'adore les personnages. J'adore Phoebe. Tiens, d'ailleurs, on va dire nos sorcières préférées. Mes 2 préférées, bizarrement, c'est Phoebe et Pooh. Bah, moi, je crois que c'est Phoebe. Vraiment Ouais. Phoebe. Après, j'adore Prue parce qu'elle m'énerve. C'est vraiment... Moi, tout ce qui est figure d'autorité m'énerve de manière générale. Donc, Ouais. voilà, Prue... Mais c'est marrant, tu vois, avant, je disais, ah, elle me saoule. Et maintenant, quand je vois, je fais, mais non, mais en fait, c'est elle qui a trop raison. Non, moi, j'aime beaucoup aussi Piper jusqu'à ce qu'elle devienne un peu plus chiante et qu'elle se marie. Ouais. Moi, son obsession de mariage, Léo. Mais à la fois, c'est aussi celle qui va monter sa propre boîte. Et en fait, il y a un truc que j'aime beaucoup. Celle qui fait vivre la famille. Hein. Celle qui fait vivre la famille. C'est le cœur de la famille au final. Parce que, alors, Phoebe est le côté cœur dans le sens où elle est généreuse, elle est tout le temps amoureuse, etc. Mais je trouve que celle qui lie la famille, qui est un peu le ciment de la famille, c'est Piper en fait. Ouais. C'est aussi un peu la raison, hein. Et c'est vrai que des fois tu fais, mais tout le monde a l'air complètement fou. Heureusement que Piper a un petit peu de se dit bon. Mais j'aime bien qu'elle soit toujours stressée, genre oui, qu'elle va engueuler. C'est vraiment la mère, c'est une figure de mère. C'est ça. Et en même temps, c'est celle qui va prendre du poids dans la série et va assumer ce poids qu'elle prend. Parce que toutes les autres, elles sont maigres comme des clous, soyons honnêtes. Et elle a pas une grosse poitrine. D'ailleurs, les producteurs lui ont demandé à un moment donné de porter des soutiens-gorge rembourrés. Enfin, c'est quelqu'un qui n'a pas le physique, on va dire, attendu, de la beauté, etc., hollywoodienne. Et en fait, je trouve qu'elle... Déjà, elle fait une représentation des physiques qui ne sont pas représentées d'habitude, je trouve. Ouais. Elle a des tatouages, etc., qu'elle va insister à montrer.
Et puis son personnage, je trouve que aussi, finalement, à vouloir, enfin, c'est un peu l'incarnation de Roméo et Juliette, mais en moins tragique et moins gênant, parce que quand même Juliette a 15 ans dans le livre, enfin la pièce, ou même plus jeune même. Enfin bref, en tout cas, Elle a 14 voilà. ans, je crois. Ouais, et puis surtout, Piper, en fait, pour assumer cette histoire d'amour qu'elle a avec Léo, elle va obliger, les fondateurs, qui sont un peu la représentation du patriarcat pour moi, à se plier Totalement. à ses ordres, en fait. Elle fait un move qu'a fait Buffy aussi, avec les observateurs, et moi j'ai trouvé ça hyper badass, hyper classe, en fait. Et ce qui est cool, c'est qu'elle le fait, au final, pour vivre son histoire d'amour comme elle l'entend. Et au final, quand tu vois que les autres, elles sont tout le temps dans les relations amoureuses, Phoebe, elle enchaîne les relations, bah, au final, pourquoi pas elle, avoir son goal, c'est de se marier, d'avoir des enfants, bah, pourquoi pas en fait, au final, si elle le fait. Oui. En plus, elle garde ses enfants portent son nom, son mec lui obéit, hein, d'ailleurs un peu trop puisque c'est une cause de leur conflit. Enfin, elle garde tout son côté femme forte en fait, je trouve, en dépit du fait qu'elle se marie, qu'elle a des enfants, et je trouve que c'est un bon modèle féminin au final, Piper, Ouais. Puis voilà. surtout, vous allez voir dans le pilote, elle était totalement différente de ce qu'elle va être à la fin de la série. Elle a vraiment une évolution qui est intéressante. Tu vois, je l'aime bien aussi, Piper. En fait, il y en a aucune que je déteste, hein, je vais être honnête avec Oui. vous. Après bon, j'ai mes chouchous parce que voilà, Issam Nano, tu me la mets quelque part, je regarde. Mais voilà, j'aime bien aussi, Piper, il y a pas de problème, tu vois, elle me fait rire, et ouais, non, mais effectivement, tu l'as bien présenté. Mmh. Oui, oui, oui. Puis on va essayer de vous montrer aussi, en parlant de la série, maintenant que j'y pense, que quand même, il y a une logique dans cette histoire de mythologie, que quand même, il y a des... Alors, James m'a dit, dans le Charmed, il n'y a aucun méchant qu'on retient. Eh ben, on va lui prouver qu'il y en a qui sont intéressants parfois. Et oui, il y Ouais, en a qu'on a retenus. Moi, j'aimais beaucoup le démon de la peur, par exemple, je le trouvais intéressant. Oui, carrément. C'est un de mes préférés. Ouais, le démon de la peur, moi je retiens aussi, la mort. Ouais. Je retiens, mais La source. Oui, et puis Cole évidemment. Ouais. Jérémy aussi, en fait, le premier, je trouve qu'il est hyper Oui. marquant, en fait. Et puis non, aussi, les petits amis en général. Ceux de Prue notamment, hein, Prue, je sais pas. En fait, c'est elle qui a les relations les plus problématiques, hein, avec Phoebe. C'est clair. Piper aussi, on peut quand même lui valoir de pas avoir de relations malsaines globalement, à part son... En tout cas, elle retient bien le son du premier. Piper, elle sort qu'avec des ringards, hein. Vous allez voir, on vous en parlera, mais tous ses petits amis, ils sont ringards. Ouais, Bah mais moi je trouve qu'avec Léo, elle fait pas un mauvais marché, parce que le mec, il sait Non, réparer un Léo, ça va, il fait les bricolait, tâches il a été ménagères, il médecin. s'occupe des gamins. Mais oui, En fait, bah c'est un bon... Enfin, elle retient la leçon. Je me suis tapé des mecs toxiques avant, je vais chercher un bon gars, alors que ses sœurs ne comprennent pas la leçon, quoi. Et en fait, Léo, bon, on part un peu en avance, on en reparlera, mais Léo, c'est un mec qui est dans l'acceptation de sa nature, de qui elle est. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que les autres sœurs, elles sortent avec des gars avec qui elles peuvent pas être totalement elles-mêmes et dire voilà ce que je suis, tu vois. Et forcément, ça marche pas. Et la preuve, c'est quand elles vont trouver des relations qui tiennent, ça va être des relations où les gens, elles vont dire et ils vont être dans l'acceptation. Donc il y a aussi ça, c'est aussi une part importante. Vous allez voir, en tant que femme, dans nos relations et tout, faut qu'on soit avec des gens qui acceptent qui on est totalement. C'est à partir du moment où on sort avec quelqu'un qui veut nous changer, qui nous oblige à pas être qui on est, bah c'est fatigant. Et puis ça peut pas marcher, quoi. C'est pas Ah oui, possible. non, c'est clair que ça peut pas marcher, quoi. Ouais. Enfin, donc voilà, nous, en tout cas, on adore cette série et j'espère qu'on vous donnera envie de la revoir et de la revoir peut-être avec un œil neuf. Écoutez. Et puis bon, de toute façon, on va sûrement vous dire des conneries. En tout cas, en fin d'émission, on fera un point sorcière un peu. Je veux résoudre ces meurtres. Quelqu'un s'en prend aux sorcières. Ah, aux femmes. Cette femme là-haut, je parie qu'on l'a tuée avec un atamé. Faux. Avec un couteau à double tranchant. Ouais, c'est un atamé. Lors de leur cérémonie, les sorciers s'en servent pour concentrer l'énergie. Cette femme n'a rien concentré. On l'a poignardée. Un point, c'est tout. On va donc aborder le fameux pilote qui s'appelle Something Wicca The Way Come. Alors, j'ai plus le nom français, mais de toute façon, les Je crois que titres c'est en le pouvoir français des sont trois. nuls. Le pouvoir des trois, bon, bah, ils se sont simplifiés la tâche. Titre très C'est basique. très, très basique. D'ailleurs, on n'a pas dit, le podcast, on l'a appelé Charmed Once. Et si vous avez jamais regardé la série en VO, vous dites, mais c'est quoi Charmed Once? Eh ben, c'est comme ça qu'on appelle les sœurs. Elles sont les trois sœurs élues, puisqu'il y a eu leur ancêtre, Melinda Warren, qui a dit, oui, un jour, il y aura 3 gonzesses. Elles ont chacune un pouvoir et ce seront les élus. Donc, en fait, ça symbolise ça.
Alors qu'en français, ils ont tendance à juste parler du pouvoir des trois tout le temps, en fait. Ouais. Effectivement. Après, en français, il t'explique quand même l'histoire avec Melinda Oui, et oui. de toute façon, on va le voir au cours de l'épisode puisque, en fait, Bah, vas-y, fais-nous le pitch. Alors, le pitch. Alors, on nous présente assez vite Piper et Mmh. Prue, qui sont donc 2 sœurs et qui vivent dans un manoir familial qui est très beau, victorien, à San Francisco et voilà. Mais ça coûte une blinde d'entretenir une maison comme ça et du coup, elles bossent comme des tarées pour essayer de financer la maison, surtout sur les épaules que de 2 personnes. Et du coup, bah, tu as Prue qui travaille dans un musée, il me semble, au tout début. Et tu as Piper qui, elle, essaye de se faire embaucher dans un restaurant. Elle est cuistot. Et du coup, on voit qu'il y a un petit truc parce que Piper, elle essaye de prévenir sa sœur que peut-être que Phoebe, leur 3e sœur, va débarquer et ce serait une source de conflit puisque parce que Prue et Phoebe se sont disputés pour un mec qui est l'ex-fiancé de Prue. Et du coup, bah, le retour de Phoebe dans la maison, qui débarque comme une fleur, à son habitude, on va vite le comprendre, va amener plein de problématiques, dont des pouvoirs de sorcière qu'elle ignorait posséder, parce que Phoebe décide de lire un grimoire de magie qu'elle découvre comme ça. Elle se dit, bah tiens, je vais lire ça à haute voix, par une nuit de pleine lune, ça me semble être une bonne idée. Ouah, dans Evil Dead, il a fait, il s'est rien passé de grave. Bon, bah, je Oui, risque rien, pourquoi cet allez, été ouais. Mais franchement, arrêtez. Alors, conseil sorcellerie, arrêtez de lire à haute voix les grimoires que vous trouvez. Attendez de savoir qu'est-ce qui se passe avant de le lire à haute voix. C'est tout à fait vrai, c'est exactement ce que dit le personnage de la tante sorcière dans Discovery of Witch. Genre surtout, C'est tu vrai. fais pas de conneries avec un grimoire à haute voix, tu sais très bien ce qu'il faut pas faire. Et la meuf, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le fait Oh, quand moi, même. je vais lire à haute voix. C'est logique. Bah là, elle lit pas haute voix, mais genre elle pose sa main sur un symbole qu'il faut pas poser sa main sur le symbole. Ah ben voilà, voilà. Toujours les mains qui traînent aussi, on lui avait dit. Ah. Et évidemment, refermer le bouquin après et faire genre, non, il s'est rien passé. Pas du tout, j'ai lu le truc, ça s'est éliminé un peu, bon, bah, on a rien. Non, donc C'est les ça. sorcières, elles vont s'éveiller. Du Et coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, leur pouvoir s'éveille, mais il y a pas que ça. Parce qu'en ville, il y a des femmes qui pratiquent la magie qui se font tuer, n'est-ce Mmh. pas? Ce qui amène notre cher Andy à apparaître aussi dans la série parce qu'il mène l'enquête, n'est-ce pas? Et il a l'air de s'y connaître vachement en sorcellerie d'ailleurs, on peut Ah se ouais, il poser a la dit: «J'ai question. vu, il y a des bougies et des atamés». Et elle a un tatouage chelou la meuf qui s'est fait tuer et du coup, bah, tout le monde se pose la question, enfin son collègue en tout cas se pose la question: «Mais comment se fait-il que tu en saches autant sur le sujet?» n'est-ce pas? Bah, il a fait son boulot, il a fait des recherches tout simplement, C'est voilà. ça, voilà. Et bah, le fait qu'elles activent leur pouvoir, bah, ça attire ce tueur mystérieux et on va découvrir que le tueur n'est ni l'autre que le petit ami de Piper. Voilà. Non, oui, de Piper. J'avais cru que tu avais dit Prue. Non. Oui, de Piper. Non, Prue, elle a déjà son ex là qui lui fait du Oui. harcèlement au Mais travail, c'est on déjà va en suffisant. parler de tout ça, de ces hommes dans l'épisode, mais vraiment, Oui. oh là là. Non, mais on va parler. Donc voilà, elles ont du boulot dans ce premier épisode. Juste pour dire donc, ce premier épisode, il est écrit donc par Constance M. Burge et il est réalisé par John T. Kretschmer, qui a réalisé beaucoup d'épisodes de séries, dont 2 épisodes de Buffy contre les vampires. Il a fait l'épisode 2 de la saison 1, The Harvest, et il a réalisé l'épisode de la saison 2, Art School, si je me trompe pas. Donc quelqu'un qui a fait beaucoup d'épisodes de séries. C'est un vétéran de la télévision. Tout à Yes, fait. oui, et puis il travaille sur Buffy. Sur Buffy, c'est de la qualité, écoutez, on aime bien. Est-ce que tu veux qu'on commence par parler un peu de cette relation entre sœurs, ou est-ce que tu veux qu'on bitch sur les hommes de cet épisode qui sont tous des gros connards? Bah, on peut commencer par la relation entre sœurs. Déjà, en plus, Vas-y. très vite dans leur discussion, on voit le caractère de Mmh. chacune qui émerge. Donc Ouais. Prue, apparemment, elle a été créée sur le caractère de la sœur de Constance, Ouais. l'une des créatrices de la série, qui en fait était une sœur un peu protectrice, etc. Elle a vraiment la figure de la grande sœur telle qu'on se l'imagine. Donc à la fois, elle est un peu moralisatrice quand même, elle est autoritaire, elle a du caractère, mais elle est aussi Ouais. protectrice et enfin tu vois dès le début que genre bah elle veut que ce soit carré, elle veut qu'elles Mmh. bossent ses sœurs, elle veut pas qu'elles aient des dettes, etc. Et que Phoebe, le fait qu'elle arrive comme une fleur, ça lui pose problème, qu'elle ait pas de boulot, ça lui pose problème, qu'elle pique les petits amis des autres, ça lui pose problème. Mais d'un autre côté, elle va pas l'acheter dehors, elle veille à ce que, Mmh. enfin, elle est contente de voir qu'elle a mangé, que Piper lui a amené à manger, etc. Et tu vois qu'il y a des liens en fait qu'elle lui en veut,
mais au final, elle l'aime bien et leur lien de sœur prend le dessus dans la série. Des Mais pilotes. après, Prue, c'est vraiment, elle s'est donné le rôle de mère de substitution Oui, parce aussi. qu'on apprend qu'elles ont perdu leur mère jeune et que c'est la grand-mère qui les a élevées. Mais il y a un moment, Prue était témoin de la mort en plus de leur mère. oui, ouais, ouais. Et il y a un moment, il y a Piper qui dit à Phoebe, ah mais tu sais bien qu'elle a tout sacrifié pour s'occuper de nous. Et donc on comprend qu'en fait, Prue, elle a pas vraiment une relation de sœur, mais plus une relation, je trouve, de mère-fille. Surtout avec Phoebe, qui est la dernière, qui est née. Vraiment, tu vois, elle a perdu la mère, elle était très très petite, donc elle a pas du tout connu sa mère, Phoebe. Et sa mère, quelque part, c'est Prue. Donc je pense qu'en fait, c'est le fait qu'elle soit en, comment dirais-je, enfin, qu'elle soit un peu hostile l'une à l'autre, c'est vraiment la relation que tu pourrais avoir avec une mère, surtout au niveau de l'adolescence où tu as tendance à te rebeller. Et je pense que c'est ça. Par contre, il y a aussi, tu vois, le fait que pour moi, Prue, au début, elle a pas trop confiance en Phoebe parce que bah, quand on apprend l'histoire avec son ex-fiancé, Roger, qui dit que c'est soi-disant Phoebe qui lui a fait du rentre-dedans, bah, elle croit pas sa sœur qui lui dit le contraire. Elle a cru son fiancé, donc c'est hyper dur pour Phoebe, enfin c'est violent. Ouais. Donc je comprends qu'elle se soit éloignée aussi. Et on apprend que Phoebe est partie parce qu'elle voulait retrouver le père, donc le père des sœurs qui a disparu après la mort de leur mère. Et bah Prue, on voit elle a des daddy issues, et elle le prend très très mal. Alors que Phoebe, elle ressent le besoin de le retrouver. Donc ça fait aussi un autre point de discorde entre les deux sœurs. Qu'est-ce qui se passerait si on parlait de papa? Il est mort, Phoebe. Non, il est parti de New York, mais il est toujours bien vivant. Pas pour moi. Il est mort le jour où il a quitté maman. Mais tu te voiles la face. Dès qu'on parle de papa, tu exploses comme un volcan. Tu es folle de rage qu'il soit vivant, folle de rage que j'ai essayé de le retrouver, folle de rage que je sois revenue. Et si tu en veux la preuve, papa. Ça va mieux? Ouais. Entre elles, eh ben, tu as Piper qui essaye toujours de calmer les choses, de faire le lien entre, d'essayer de dire ah mais comprends son point de vue, toi aussi comprends. Tu vois, elle essaye de vraiment recréer une unité. Donc c'est ce que tu disais, c'est le cœur du foyer en fait. C'est elle essaye de maintenir le lien. Et tu vois qu'elle est plus proche. Souvent on lui dit qu'elle ressemble à sa mère. Enfin, il y a vraiment ce côté-là où elle est très très proche. Et en même temps, t'as l'impression que le personnage au début manque de confiance en elle. Tu vois, là, elle cherche un boulot de chef. Elle a du mal, elle a pas très confiance. Enfin, tu vois, il y a son fiancé qui lui donne du Porto pour faire sa recette et tout. Mais voilà, tu sens que c'est quelqu'un qui doute d'elle. Et je trouve ça intéressant parce que chaque caractère des persos, ça correspond à leur pouvoir. Oui. Tu vois, le fait qu'elle soit en panique et tout, qu'elle puisse arrêter le temps, c'est logique. Parce que quand tu paniques, t'as l'impression que tout s'accélère et t'as envie des fois d'arrêter le temps, tu vois. Et le fait que Prue, ça soit dépasser les objets, soit vraiment une preuve de force, ça correspond à son personnage aussi. Tout à fait. Et pareil, Phoebe, c'est plus les intuitions. Effectivement, c'est la jeune fille de base qui a fait des conneries, qui vit sa vie à pile ou face, j'ai envie de dire, tu vois, qui fait tout. Et elle fait les choses au feeling, quoi. Elle est tout le temps en train de changer de boulot. Donc c'est vrai que effectivement, c'est pas pour rien. Elles correspondent à leur pouvoir. Oui, c'est ça qui est intéressant. Non, t'as raison. Moi, je trouve qu'effectivement, leur pouvoir correspond à leur caractère et qu'effectivement, on voit que Piper fait tout pour essayer de consolider la famille. Déjà, le premier truc qu'elle propose, c'est un dîner de faire un dîner familial, ce qui est quand même. Je trouve que la bouffe, c'est un excellent ciment en général. Donc, voilà, tu vois qu'elle remplit ce rôle-là et qu'elle a à cœur en fait que ses sœurs se réconcilient en fait. Et ça l'emmerde en fait que Phoebe soit mise de seule côté. mise de côté, Et ce qui est marrant aussi, c'est que on va la voir dans les autres épisodes plus tard, mais elle le fait déjà de couvrir les bêtises de ses sœurs, quoi. Donc ouais, elle s'oublie même limite, quoi. Tu vois, elle s'oublie, elle est tellement dans le truc de je veux avoir une harmonie, je veux avoir quelque chose. Et en fait, c'est logique par rapport à leur histoire. C'est-à-dire que la série commence, elles ont perdu leur grand-mère, qui était leur dernière, quelque part, leur dernier truc de famille, donc il ne reste plus que elles. Si elles perdent leur lien, bah, elles sont toutes seules, tu vois, elles sont abandonnées. Donc c'est très très important. Le fait justement d'avoir perdu leur mère, d'avoir plus leur père qui est parti, d'avoir perdu la grand-mère, bah, t'as ce besoin excessif d'avoir vraiment le lien, de recréer des trucs. Enfin, ça se voit dans leur façon d'être en fait. Et quelque part, le fait qu'elle agisse comme ça en étant super forte, en montrant zéro faille, bah ça va correspondre à ce qu'on va voir plus tard dans le fait qu'elle accepte pas en fait cette situation. Ça la fait souffrir, mais
elle a enfoui tout ce qu'elle a ressenti parce qu'elle pouvait pas se permettre de montrer qu'elle était faible par rapport à ses sœurs. Et là, le fait d'avoir la magie, on va voir qu'elle va commencer à un peu laisser sortir des choses de son armure. Ouais, non, complètement. Ouais. Et effectivement, la magie va leur permettre de se développer et développer surtout leurs liens. Ce qui est le gros truc quand même de cet épisode. Parce que effectivement, elles affrontent du coup le petit ami de Piper, quoi, qui est un méchant sorcier. Ouais. Et la seule manière, elles essaient de faire des formules, etc. Mais le seul truc qui marche, et ça c'est Prue qui le comprend tout de suite, c'est de s'associer et de se lier, quoi. Et de se lier en répétant une même formule, le pouvoir des trois nous libérera, et en empoignant les poignets de chacun. Et c'est vraiment pour moi la symbolique de la sororité, quoi. C'est non seulement la famille doit nous aider, mais en plus la sororité. C'est une thématique qui était peu en place à l'époque. Hein. Aujourd'hui, on n'arrête pas de parler de sororité. À l'époque, c'était pas forcément le cas. Et je trouve que en ça, clair. Déjà, la série est une grande avancée. Voilà. Ouais. Non, mais c'est une question qui est importante. Tu vois, là, j'ai lu récemment un manga écrit par une autrice féministe qui parlait justement de la place des femmes dans la société japonaise. Et il y a une phrase que j'ai aimée dans ce premier tome où il y a un des personnages qui dit on a beau essayer de s'encourager, de s'entraider, eh bien les autres, en parlant des hommes, essayent toujours de nous séparer. Et je trouve que ça va bien aussi avec Charmed, tu vois, avec ce premier épisode, parce que vraiment, les paroles du démon, enfin du petit ami de Piper, c'est trop des paroles d'incel. Enfin, de toutes ces affaires qu'on voit où il y a des hommes violents qui s'attaquent à des femmes. Tout le discours du gars, tout ce qui leur sort, on a l'impression qu'il essaye de les monter les unes contre les autres pour briser le lien parce qu'il sent que il va y passer. Et puis il leur fait des attaques, quand même d'une violence où t'as l'impression que vraiment c'est la haine des femmes en fait, ce personnage. Ah oui, oui, oui. Non seulement il hait les femmes, et il dit en gros, enfin clairement c'est dit les femmes sont sorcières, gentilles sorcières, et les hommes sont des sorciers, des méchants sorciers, quoi. Il a l'illustration de tout ce qu'ils vont affronter derrière, et il le dit lui-même. En fait, il tease à la fois la série en posant les bases, en disant bah non, en fait vous allez jamais être tranquille parce qu'il y aura toujours des mecs pour vous emmerder. Ce qui effectivement est arrivé à toutes les sorcières qui se sont fait mettre sur un bûcher, traquer et mis sur un bûcher quand même. C'est-à-dire qu'il y a des endroits comme le Pays Basque par exemple où t'as genre 30 à 40% de la population féminine qui a été torturée et tuée en fait. C'est pour certaines parlent de génocide et on pourrait dire que c'est un génocide en fait. C'est-à-dire que il y avait des femmes qui à une certaine époque n'osaient pas faire certaines choses, etc. Et vraiment tout ce qu'il dit, c'est ce qui était dit au moment de la chasse aux sorcières, quoi. C'est en gros une femme libre. Une femme ne peut pas être libre, sinon elle est une sorcière et sinon elle finit sur le bûcher, quoi. Et c'est ce qui va leur arriver dans la série, mais c'est aussi pour moi la symbolique du patriarcat dans le sens où effectivement si une femme dans la société n'est pas libre parce que elle doit répondre aux injonctions du patriarcat, elle doit être belle, elle doit être apprêtée, elle doit gagner moins que son mari, elle ne doit pas s'imposer, etc. Enfin bref, il y a plein d'injonctions qui fait que la femme techniquement n'est pas libre dans le patriarcat. Et pour moi, ce personnage, dans son discours final, est l'incarnation à la fois de ce qu'ont subi les sorcières et de ce que subissent les femmes en général, de tout temps. Si à un moment donné elles sont libres dans un pays, elles ne le sont pas dans tous les autres, donc voilà. Exactement, mais dès que t'as une femme, en fait c'est ça qui est intéressant, c'est dès que t'as une femme qui s'affirme ou qui rencontre un succès dans quelque chose, t'auras toujours plein de mecs pour dire qu'elle est nulle, qu'elle est si Tu vois, je vais prendre un exemple, je l'avais pas cité encore, mais Taylor Swift. Qu'on aime ou pas Taylor Swift, ok, pas de souci, mais quand tu dis que t'aimes Taylor Swift, t'as toujours, regardez les commentaires, vous allez toujours avoir des commentaires de mecs qui vont venir commenter juste pour dire que elle est débile, qu'elle écrit mal, qu'elle est nulle, qu'elle si elle est mis, alors qu'ils peuvent juste dire j'aime pas trop ce qu'elle fait, tu vois, ça arrive, t'es pas obligé d'aimer tout, mais t'as toujours un commentaire de mec qui vient rabaisser en fait ce qu'elle fait. Mais c'est pareil pour plein de choses. Tu devrais réfléchir. Je suis là pour toi, contrairement à quelqu'un de l'extérieur. Alors, au lieu de me quitter, remercie-moi. Ne te fais pas de soucis. Je suis certaine que ton intelligence pourra très vite ingurgiter les 75 disquettes et les milliers de pages de recherche que j'ai laissées dans mon bureau. Tu vas le regretter. Ça m'étonnerait. Je croyais que rompre avec toi était la meilleure décision que j'avais prise. Alors que celle-ci la surpasse. Au revoir, Roger. L'épisode de Charmed nous montre l'exemple avec justement le personnage de Prue et son ex Roger, qui est un gros FDP. C'est-à-dire qu'elle s'est tartinée des tonnes de recherches pour préparer une expo, parce que Prue
travaille, à cette époque-là, elle travaillait, je crois, dans un musée, enfin, ou une galerie, enfin, elle travaille dans un truc qui a un rapport avec l'art. Et ils doivent faire une grosse expo. Elle a fait des tonnes et des tonnes de recherches, a des tonnes et tonnes de dossiers, enfin, elle a tout préparé. Et le gars, non seulement récupère son travail, mais il récupère la direction de l'exposition et lui dit: «Oh, mais c'est pour ton bien, voyons si c'est moi qui gagne, mais tu gagnes aussi», tu vois? Alors qu'il a rien branlé et qui lui pique tout son travail en la rabaissant. Mais c'est typiquement quelque chose que je suis sûre, vous qui nous écoutez, vous avez déjà vécu. Genre, vous travaillez et tout, et puis vous avez toujours genre le collègue masculin qui va reprendre votre travail pour se l'attribuer et vous rabaisser. Enfin, tout le temps. Ah non, c'est effectivement. Et puis il y a le fait aussi que on va aussi voir que les filles, elles sont souvent soumises effectivement, t'as le chef Moore quand même qui ignore par exemple ce que Oui, dit aussi. Piper, quoi. Après, Phoebe sur cet épisode-là, elle a pas trop de trucs, mais après par la suite, il y en aura plein d'autres. Ouais, elle sait plus retrouver sa place dans la famille et Ouais. essayer de retrouver un peu ce qu'elle veut faire. Parce qu'elle est perdue totalement, Phoebe, quand elle arrive. C'est-à-dire qu'elle est partie à la recherche du père parce qu'elle se sentait pas bien. Voilà, c'est pareil. Elle aussi, même si elle a pas connu sa mère et qu'elle a perdu sa grand-mère, bah, elle le vit très mal, surtout que bah, elle était une ado un peu rebelle. Donc elle le vit très très mal tout ce qui s'est passé et elle a agi comme elle a pu. Et en plus, elle s'est sentie rejetée par sa sœur qui ne l'a pas cru quand elle lui a dit que Roger lui avait fait du harcèlement sexuel. En gros, donc c'est vachement dur. Donc elle revient complètement déboussolée et elle, c'est ça qu'elle va représenter dans l'épisode. Ouais, ouais. Oui, non, c'est sûr. Mais de toute façon, elle-même sera confrontée après au patriarcat, je crois, dès l'épisode Bon, suivant. après, on peut dire qu'elle incarne la victime non crue de Oui, harcèlement c'est vrai. sexuel. Ça. Et ajoutons enfin que donc on apprend que leur mère est morte et que le père, enfin, il a disparu. Donc C'est ce que je te dis, c'est ça, il s'est barré du jour au lendemain, sans donner de news et tout. Bon, après, on aura des choses, ça va s'étoffer, ça va se contredire aussi. Bon, voilà, c'est la vie, mais on apprendra des choses sur le père, vous inquiétez pas. Et ouais, encore une fois, tu vois, c'est le rejet par le père, donc vraiment, c'est super dur à vivre. Ouais, 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 c'est clair, ouais. Et puis du coup, ça veut dire quand même que la mère a élevé 3 enfants toute seule, ce qui est quand même beaucoup. Et Bah, encore, elle non, était elle pas est morte seule, elle était jeune, donc avec il y avait la elle était grand-mère. avec la grand-mère. C'est la grand-mère surtout, tu vois. Oui, oui. Parce que là, faut pas oublier qu'elles sont en deuil de la perte de la grand-mère. Ça fait genre pas longtemps qu'elle est Oui. morte. Mais en fait, on n'apprend pas énormément sur la grand-mère pour l'instant. Ça, on va en Pour apprendre après. l'instant, ouais. On apprend juste qu'apparemment, c'est sa mort qui déclenche le fait qu'elle puisse récupérer ses pouvoirs et que justement, elle trouve la fameuse planche de Ouija qui leur indique le grenier où trouver le fameux livre des ombres. Et ça, c'est pareil, le livre des ombres, encore une fois, ça va être intéressant parce qu'il représente la sagesse féminine, la sagesse des femmes de la famille, quelque part. Oui. Et l'enseignement. Ah non, c'est sûr que le livre des ombres est très important et même leur pouvoir, enfin la notion de féminisme et de magie est associée dès le début, quoi, avec ce qu'on avait dit. Et puis l'héritage qui est féminin aussi. On parle de magie. Est-ce qu'on n'aborderait pas la thématique magique? Mais oui, allez, faisons un point sorcière. On a plein de choses à vous dire. Plein de choses. Tout à Vas-y, fait. si tu veux commencer. Bah déjà, il est fait mention qu'elles auraient hérité de leur pouvoir de une de leurs ancêtres qui aurait été sur le bûcher et qui aurait prononcé des paroles. Melinda Warren. Melinda Warren, voilà. On en saura plus dans des épisodes d'après. Et que du coup, bah, c'est d'elles qu'elles héritent leur pouvoir. Et que aussi, apparemment, aussi, elles ne pouvaient en hériter qu'une fois que leur grand-mère était morte. En tout cas, c'est ce sous-entend le sorcier. Encore une fois, on aura des détails plus tard. Mais voilà, on comprend que c'est une lignée de sorcières, en gros. Et que elles héritent de ce pouvoir qu'elles ne connaissent pas du tout, hein, qui leur tombe un peu sur la gueule, sur le coin du museau, et elles ne connaissent non plus rien en magie, n'est-ce pas? Mais assez vite, elles vont arriver à faire, enfin essayer de faire un rituel. Et moi personnellement, c'est un truc que j'adore, c'est de voir des apprentis sorciers essayer de faire des trucs foirer un peu. J'adore. Mais en plus, c'est trop bien quand elles font le rituel avec la poupée et justement la rose et les épines. Moi, ça m'a rappelé Les sorcières d'Eastwick de George Miller, où il y a un moment donné, donc les 3 sorcières, donc c'est Cher, Susan Sarandon et Michelle Pfeiffer, qui sont 3 copines qui vivent ensemble et elles rencontrent un homme qui est en fait le diable, incarné par Jack Nicholson. Et bah, à un moment donné, elles en ont un peu ras le cul parce que c'est un gros toxique. Et donc elles veulent l'éloigner et elles font une formule comme ça où il va se retrouver transpercé d'épines. Et la scène même, comment elle est faite et tout filmé, ça m'a rappelé le film. Ah oui, non, c'est clair qu'il y a un lien pour moi avec Eastwick. Bah déjà, le côté les hommes, c'est
qui sont séduisants, etc., mais c'est le mal. Et il faut s'associer pour le vaincre. Et puis, il y a aussi les sorcières qui se font tuer aussi au tout début, quoi, qui est dit. Oui. Donc, on voit qu'elles pratiquent la magie, qu'elles pratiquent, parce qu'effectivement, les sœurs Halliwell n'ont pas encore une grande maîtrise de leur pouvoir. Mais avant qu'elle se fasse tuer, le premier plan, l'ouverture de l'épisode, c'est sur la sorcière qui se fait tuer et qu'on voit qu'elle allume des bougies. Donc, on a vraiment la thématique Elle fait de un sorcière, sort de protection. Donc, pour expliquer, elle a des bougies. Alors, elle a des bougies de différentes couleurs, sachant que dans la sorcellerie, les couleurs sont hyper importantes. Tu vois. Alors, il me semble qu'il y a du rouge et du blanc. Je veux pas dire de conneries. Mais bon, c'est en tout cas, en gros, son sort, c'est pour faire un sort de protection et de purification. On voit qu'il y a des plantes. Elle a aussi alors, l'atamé, c'est important. C'est un espèce de petit couteau qui sert dans les cérémonies. Ça va permettre de protéger, de purifier et d'apporter de la puissance. Donc, c'est un outil qui est très important, tout comme les plantes et les bougies et compagnie. Et d'ailleurs, sachez qu'il y a plusieurs types de sorcières qui chacune correspondent à une couleur. Par exemple, vous savez, celles qui vont faire la magie verte, qui va être la magie qui va être liée justement aux plantes. Donc, qui va être savoir reconnaître les bienfaits de la plante, tel et tel pouvoir. Il y a les sorcières violettes, et ainsi de suite. Et les sorcières blanches sont celles qui regroupent en fait toutes les couleurs. Et donc, les sœurs Halliwell, d'après leur magie, je dirais que c'est des sorcières blanches parce qu'elles regroupent un peu tout. Elles font les potions. Elles ont le côté spirituel, genre le violet, c'est tout ce qui est spirituel, trucs comme ça. Donc, elle, c'est un peu ça, voilà. Ouais. Et sachez aussi qu'il existe de la sorcellerie de cuisine, c'est la Witchcraft Kitchen ou un nom comme ça, où en gros, ce courant pense que d'après les plats, en utilisant telle ou telle plante, tel aromate ou quoi, tu peux créer des plats qui vont avoir un aspect magique et donc te faire du bien. Genre, tu peux faire des plats dans le but de guérir quelqu'un ou dans le but de faire qu'il ait des enfants ou des choses comme ça. Et moi, je trouve que ça me fait beaucoup penser. En fait, t'as Piper qui cuisine beaucoup, qui va être celle qui va être la grosse spécialiste, tu vois, en potions et compagnie. Donc, on voit un peu tout ça aussi. C'est vrai, tout à fait. Et puis, il y a le chat qui est le familier des sorcières. C'est vrai qu'elles font pas... Attends, la rose, oui, il y a une thématique de l'amour, je pense. Et puis, le symbole la rose aussi. rouge, la passion. Oui. Alors oui, parlons-en de ce symbole, donc cette espèce de trois boucles là, emmêlées. Ça s'appelle le Trisketra, d'après ce que j'ai compris. Enfin, après, ça dépend, il peut y avoir d'autres noms, mais... Et c'est un symbole qui a différentes origines. On le retrouve dans le paganisme germanique, donc tout ce qui est en Europe du Nord, voilà, des choses comme ça. On le retrouve dans le celtisme, d'ailleurs beaucoup dans ça. On le retrouve dans le christianisme apparemment, et aussi c'est un symbole donc wiccan. Et en gros, ça représente une alternative à la Trinité, donc à la Sainte Trinité. Et ça peut représenter, ici par exemple dans le charme, ça peut représenter les trois figures féminines qui sont l'enfant, la femme et la grand-mère par exemple. C'est des choses qu'on retrouve beaucoup. Mais voilà, c'est un symbole de protection et de puissance. Après, je sais pas si tu as trouvé d'autres infos autour. Moi, il me semblait que c'était pas un symbole aussi de... Pas d'éternité, mais un truc... symbole celte, mais... Je sais que le symbole, il a été aussi associé à Odin, apparemment. Enfin, il ressemble au voile... voilà, il est souvent associé au Waknut, qui est un symbole associé à Odin aussi. Mais c'est pas tout à fait le même symbole, mais apparemment, il est considéré genre comme un symbole... cousin, mais la plupart des trucs, en général, le voient comme un symbole de rassemblement, de protection et de réponse à la Trinité chrétienne. Eh ben, alors, je trouve une info qui dit que c'est un aspect féminin du divin et qui protège les forces maléfiques. Donc, on est pile poil là-dedans. On est pile dans ce qu'il faut. Bravo les filles. Et qui rassemblerait 3 royaumes de la nature, voilà. Et qu'il faudrait avoir ce symbole chez soi pour dissiper les énergies négatives à vie. Je vais me faire tatouer sur les fesses, comme ça je serai tranquille. Mais du coup, oui, c'est aussi un truc associé au celtique qui apparemment était utilisé en orfèvrerie, notamment dans les reliures de manuscrits, comme le livre de Kells. Voilà. Donc, qui a dû servir sans doute d'inspiration. Voilà, c'est aussi un symbole religieux chez les Celtes. Mais non, effectivement, pas d'infini. Je confonds avec un autre symbole pour l'infini. Après, c'est parce que c'est ancré dans un cercle. Peut-être, mais... C'est possible, ça t'a trompé, du coup. Bon, en tout cas, elles ont toute la panoplie. Vous allez voir les plantes. Parce que pareil, chaque plante va avoir une signification. Si tu veux faire un sort protecteur, tu vas pas prendre n'importe quoi. Écoutez, peut-être on vous fera des recettes au bout d'un moment pour vous aider à vous protéger.
Mais il y a aussi, dans ce pilote, je crois que, je sais plus si c'est là qu'ils en parlent, mais il y a aussi une notion qui va être importante dans le Charmed et qui fait écho aussi à The Craft, c'est le fait que chaque sort a des conséquences. Tu peux pas t'amuser en fait à faire un sort comme ça et il y a rien qui va se passer, c'est-à-dire que tu auras une conséquence en retour. On le verra plus en détail dans les prochains épisodes, mais voilà, elles ont une responsabilité aussi avec ce savoir. Oui, effectivement, comme tu dis, chaque sort a une conséquence et faut pas faire n'importe quoi avec la magie, mais ça, on se l'apprendra dans les épisodes d'après. Tout à fait. Mais voilà, en tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est l'éveil des sorcières, parce que là encore dans la série, on verra qu'il y a les sorcières innées, donc qui ont des pouvoirs, tu vois, de la famille, et les autres qui achètent des bouquins, les trucs New Age et compagnie. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui provoque l'éveil de la sorcière. C'est-à-dire que là, c'est le deuil, c'est le fait de quelque part de se réveiller et on voit qu'elle combatte. C'est-à-dire que avant ça, tant qu'il y avait la grand-mère, Pooh, elle se laissait bouffer par son copain, Piper, elle galérait, Phoebe, elle était complètement partie et compagnie, et c'est quelque part ce malheur, cette tristesse qui va les éveiller, se pousser à combattre et à changer leur vie, parce qu'on le voit dans l'épisode, t'as Pooh qui va démissionner carrément, qui va trouver un autre boulot après et compagnie, Piper qui va enfin prendre confiance et avoir son boulot, Phoebe qui revient, donc on voit que l'éveil de la sorcière dans le Charme, c'est l'éveil quelque part de ce désir d'émancipation, de ce désir de grandir. Et quand tu prends l'histoire de la sorcellerie, que tu vois les sorcières, l'éveil de sorcières, c'est souvent lié au fait que ce soit des femmes qui vont agir différemment de la société, qui vont déjà être dans l'empowerment. Et c'est ça aussi qui fait que ça va leur être reproché. Après, il y a aussi des fameuses marques de sorcières, donc tu as aussi des sorcières qui s'éveillent pas vraiment, mais qui sont désignées comme sorcières parce qu'on les accuse de porter la marque du diable ou d'aller danser à poil dans la forêt. Enfin, vous savez, tous les classiques du genre. Mais il n'y a pas vraiment, voilà. Si vous voulez être sorcière, il n'y a pas vraiment de trucs, genre de formule vraiment à dire en disant oui, aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais être sorcière. Point. Non, ça se passera pas comme ça. Sur certains sites, ils te disent que pour éveiller ton côté sorcière, ça demande la pratique de la méditation, la pratique de la purification de ton corps, le fait aussi de vachement apprendre à te connaître, à réfléchir, suivant certains cas. Donc ça demande une certaine préparation. Donc j'ai quand même regardé pour voir. Là, elles ont lu la formule, ok, mais c'était la formule qui leur bloquait. Enfin, vous verrez par la suite, mais il fallait lire une formule pour débloquer ce qui était déjà inné chez elles. Donc on voit encore une fois que elles étaient bloquées, qu'en fait la sorcellerie représente leur vraie personnalité. Tu vois, c'est limite comme un coming out un peu. Tu vois ce que je veux dire, qu'on les fait sortir littéralement du placard à balai dans cet épisode. Oui. Ah oui, totalement, oui, c'est ça. Ouais, prennent conscience de leur pouvoir en fait. Et évidemment, le pouvoir est une métaphore de la prise de pouvoir féminine en fait, qu'elles vont faire ensuite, par la suite. Ah bah oui, totalement. Là, dans cet épisode, on a justement, je me débarrasse de l'ex-connard qui pique mon boulot. Je me débarrasse d'un mec toxique qui cachait sa nature et qui était un gros sexiste. En plus, ça se voit même la façon dont il lui parle. Enfin, comment elle s'en est pas aperçue avant? Genre la scène où elle a enfin son boulot et que le mec qui vient la voir et tout, c'est même pas genre bravo et tout, c'est genre ah bah tu vois, je t'ai filé la bouteille et tout, sans moi en gros tu serais pas arrivé, tu vois. Enfin, il sous-entend que c'est pas qu'elle a pas réussi parce que voilà, elle a fait cette recette, même si au début il dit ah t'as fait ta recette préférée machin, mais il insiste bien sur le fait qu'il lui avait envoyé la bouteille d'alcool. Enfin, c'est petit, mais tu sens que si elle avait continué la relation, au bout d'un moment. Ah oui, non, c'est sûr. Mais après, tu sais, t'es sous le charme de quelqu'un, tu ne t'en rends pas compte. Oui, tu le vois pas. Ça. Et un jour, le miroir se brise. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu vois d'autres choses à te dire, peut-être avec la relation avec Andy, parce qu'on parlait que c'était le love interest de Pooh. Oui. C'est vrai que lui, il a l'air plus ouvert. C'est-à-dire qu'on te montre, tu vois, on a des mecs qui sont hyper sexistes, et en parallèle de ça, on a le personnage d'Andy qui a l'air curieux et ouvert sur le sujet. Je sais pas comment tu l'as pensé, ce perso. Si, le personnage de Andy, déjà, effectivement, il a l'air moins dans le jugement. Même si on le voit froncer les sourcils quand il voit que le chat de la première victime se retrouve chez les sœurs. Mais il veut comprendre, je pense, et il n'est pas dans le jugement de la sorcellerie. Il se dit pas à la fois c'est n'importe quoi et à la fois c'est dangereux, quoi. Et ensuite, on voit aussi qu'il a en tout cas, la relation qui a l'air de vouloir se nouer entre lui et Pooh. Et Pooh
a l'air plutôt saine, en fait. Donc, contrairement aux autres relations qu'elle a eues avant. Donc, c'est vrai qu'il a l'air plutôt... C'est un personnage qui a l'air positif. Enfin, en tout cas, il est présenté comme tel dès le début. Et en plus, c'est un peu le vieil ami. Donc, pour le coup, si ça peut détromper le cliché de la friendzone, tant mieux. Pourquoi pas. Mais ça arrive souvent, ce cliché de genre l'ami d'enfance qui devient plus qu'un ami. Mais après, est-ce que c'est pas une image plus positive au final parce que quand tu te mets en relation avec des amis, en final, bah, c'est quelqu'un que tu connais déjà et t'as pas le truc de vouloir te changer pour l'autre. Ouais. C'est pas si... Enfin, c'est un cliché, certes, mais moi je trouve que c'est plutôt un trope plutôt positif, on va dire, que je sais pas, la relation passionnée, mais qui va être autodestructrice, quoi. Par exemple. Comme un certain Cole, par exemple. Par exemple. Par exemple. Oh là là, on en parlera de lui. Hein. Ouh là là. Non, mais t'as raison, t'as raison. Après, bon, il y a quand même ce côté, j'ai découvert ma vraie nature, il va falloir que je lui cache. Donc ça va être un peu compliqué. Et tu sens que Prue, ça permet aussi de montrer un autre aspect, c'est que elle croit qu'elle est forte, mais en même temps, elle est pas si forte que ça, en fait. Parce qu'elle a l'air d'avoir peur, en fait, de tenter quelque chose avec Andy. Non, mais oui. Moi, je pense que... Moi, je pense que, tu vois, Roger, par exemple, elle l'aimait pas. Elle était juste genre avec en mode ouais, bah, j'ai quelqu'un, c'est sécuritaire. Mais je pense pas qu'elle l'aimait parce que tu vois, regarde, quand elle le quitte et tout, elle a l'air de s'en foutre, d'être plus énervée qu'autre chose, quoi. Alors bah, en fait, la rupture, non, mais Andy, la rupture avec, elle est déjà consommée, en fait. Oui. Ils ont déjà rompu, en fait, parce que c'est la raison pour laquelle Phoebe est partie, en fait. C'est que de découvrir ça, ils ont rompu leur fiançailles. Et en fait, là, c'est genre, elle quitte le boulot qu'elle avait encore avec lui, quoi. Et elle se rend compte que c'est encore une meilleure décision que rompre avec lui. Donc, ça montre l'étendue du problème. Mais pour moi, ça montre aussi qu'elle est... Enfin, elle a déjà rompu avec lui et elle a déjà pris conscience que le mec... est un gros con. Bah, par contre, elle l'a aimé à un certain temps, oui, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Moi, quoi. tu vois, je me pose la question. On y reviendra quand tu auras des épisodes flashback. Mais moi, je me suis posé la question de si elle l'aimait vraiment ou si, en fait, elle était pas avec, genre, par devoir. Encore une fois, tu vois, j'ai vraiment l'impression que Prue, au début, c'est la meuf qui va être parfaite dans tout. Alors après, moi, je vais parler par rapport à mon expérience, parce que moi, je suis aînée. Voilà, j'ai le même statut que Prue. Et pendant longtemps, je voulais être méga parfaite et compagnie. Et c'est usant, et puis t'y arrives pas, et à un moment où ça part en couille. Et c'est vrai que quelque part, je comprends un peu Prue, tu vois, le côté de genre pas montrer vraiment tes désirs, pas montrer ce que tu veux, essayer de montrer que toi t'as réussi pour pas inquiéter les autres et compagnie. Tu vois, j'ai un feeling comme ça quand je la vois. Surtout après, dans son évolution, je pense que ça confirme. Ouais, possiblement. Après, je continue à penser quand même que bah, elle a... Enfin, elle a divorcé... Enfin, elle a pas divorcé, mais elle a rompu les trucs avec lui. Et je pense qu'elle l'aimait vraiment parce que tu te mets pas à détester ta sœur, tu vois, sans raison, tu vois, je sais pas. En tout cas, c'est ça qui est sous-entendu, quoi. Que c'est à cause de lui, en gros, qu'elle s'est fâchée avec sa sœur et qu'elle a rompu ses fiançailles, mais elle a pas encore pleinement pris conscience que ce mec était un gros douchebag et que c'est durant cet épisode qu'elle va s'en rendre compte, quoi. Bah d'ailleurs, ça va améliorer sa relation avec Phoebe. Parce que tu regardes à la fin de l'épisode, elles sont déjà un peu plus proches, quoi. C'est vrai, parce que genre, il y a cette scène, alors une scène que j'aime beaucoup, c'est la scène où Phoebe et Prue sont en discussion toutes les deux, donc elle lui parle des pouvoirs, et Prue se rend compte qu'elle peut déplacer donc les objets par la pensée. Et elles sont dans un bar, tu vois, elles dépassent et compagnie. Puis ensuite, elles vont dans une espèce de supérette pour acheter des cachets pour la tête. Et là, elle n'arrête pas de lui dire « Ah, mais c'est parce que t'es énervée. Et puis, quand tu parles de papa, tu vois, elles ont toute la discussion sur le fait qu'elle dit qu'elle avait besoin de retrouver son père, alors que l'autre, elle dit « Non, il est mort pour moi et tout. » Et elle la fait s'énerver. Elle l'oblige, en fait, à ressentir des choses qu'elle voulait pas ressentir. Elle l'oblige à extérioriser ses sentiments. Et une fois qu'elle a extériorisé ses sentiments, qu'elle pète un câble et qu'il y a tout qui tombe dans les rayons, ça montre sa force, mais ça montre, voilà, ça. Et en fait, elles en rigolent, elles font « Ça va, tu te sens mieux ?» Et en fait, tu sens qu'il y a un premier lien qui s'est fait entre elles. Et pareil, après, à la fin de l'épisode, tu sens que déjà, les trois sœurs sont beaucoup plus apaisées. Et tu vas même voir Prue qui va plus sourire. Et t'as cette fameuse image
où elle ferme la porte en utilisant ses pouvoirs, qui est À faire un tout le temps. symbole de la série. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est un symbole de la série que tu vas retrouver à chaque fin de saison. Et pour moi, je trouve que ça symbolise quelque part le lien, c'est-à-dire qu'elle ferme la porte de l'extérieur pour être dans l'intérieur, dans ce lien, dans le cocon familial, dans ce truc retrouvé. Et tu vas voir aussi le symbolisme de la photo, qui est hyper important, où elles sont toutes les trois en photo, une photo prise devant la maison. Au début, elles sont éloignées, et quand il y a le lien qui se crée, elles se rapprochent sur la photo, et souvent, ça va être un témoin un peu de l'état des lieux, de leur lien. Dans la série, il y a des moments où ils vont insister sur ces photos-là, quand il y a des choses qui changent. Oui, c'est sûr que le lien est symbolisé par effectivement la famille et la maison même, la maison en elle-même. D'ailleurs, il y a un épisode qui va être concentré dessus, quoi. Oui. Donc oui, c'est sûr que c'est un symbole d'intérieur. Après, on peut se questionner sur est-ce que c'est si féministe que ça de montrer qu'il faut fermer la maison, la porte de la maison pour être protégée, tu vois, et se enfermer à l'intérieur. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Je ne sais pas. Non, mais là, je pense que c'est plus pour le côté famille, je pense. Tu vois, que féministe. C'est genre, on s'enferme, on a recréé notre lien, on s'enferme dedans. Genre, c'est bon, on est unis, tu vois. Enfin, moi, j'ai pris un peu comme ça, tu vois. Plus, on est unis, on va être puissante et on va tu vois, genre, on est au courant, on est puissante, on va vous péter la tête. Voilà. Bisous, les sœurs Halliwell. Bisous, bisous. Non, mais je trouve que ce pilote, il pose bien les bases des problématiques à la fois familiales, féministes et surnaturelles. Donc, ce qu'elles vont devoir affronter. Je trouve plutôt efficace ce pilote. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, je le trouve plutôt efficace, effectivement. Bah, déjà, ça pose bien. Pour moi, un bon pilote, ça doit poser les bases de la série, ça doit te présenter les personnages, ça doit te présenter les dynamiques des personnages, ça doit te donner un aperçu de ce que tu vas avoir. Pour moi, justement, le lien avec Andy et Prue est l'un des grands trucs de cette saison 1. Et puis, en finale, le méchant aussi spoil quelque part, enfin, tease un peu sur ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'elles vont être attaquées par des forces du mal en continu. Donc, c'est pour moi un bon épisode dans le sens où il représente bien ce qui va être les problématiques de la saison et ce qu'elles vont devoir faire, quoi. Ouais. Et puis l'alchimie marche tellement bien. Enfin, j'avais regardé le pilote non diffusé, donc avec l'actrice qui était choisie au départ pour être Phoebe, et je trouve que ça marchait moins bien. Enfin, je sais pas si tu avais testé, mais vraiment, je trouve qu'il n'y avait pas l'osmose qu'il y a. Bah, je trouve effectivement que ça marche moins bien. Tu sens que le personnage de la sœur cadette est moins défini, je trouve. Déjà, ne serait-ce que dans les costumes. Et puis, bah, apparemment, cette actrice, c'est pour des questions de religion qu'elle a refusé le rôle. Donc peut-être qu'elle embrassait pas assez ce rôle de sorcière. Elle était peut-être trop sataniste pour le rôle. Peut-être. Je suis plus l'impression que c'est l'inverse. Mais le rôle était trop sataniste pour elle. Ouais. Mais oui, effectivement, je suis moins convaincue par le pilote. Et je pense que... le premier pilote avec la première actrice qui a été engagée pour le rôle de Phoebe. Et je pense que c'est une bonne chose qu'ils aient changé pour Alyssa Milano. En plus, c'est un plaisir de la revoir dans ce rôle-là. Mais c'est clair. Je sais pas, elle est pétillante, elle apporte un petit truc. Enfin, je sais pas, j'y crois, quoi. Carrément. Je sais pas, elle a l'air affectueuse. C'est pour ça que je suis triste, en fait. Je comprends que ça ait choqué plein de fans, en fait, de découvrir tout ça. Mais il faut que... Ok, c'est triste, mais restez concentrés sur la série. N'oubliez pas ce qui vous a plu dedans, j'ai envie de dire. Voilà, et gardez, prenez ce qui a été positif pour vous, si ça vous a aidé. C'est cool. Moi, je sais que j'aime beaucoup la relation de ses sœurs. C'est le genre de relation que j'aurais voulu avoir, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Mais ouais, je les trouve trop attachantes, tu vois. Mais même, je suis sûre que tu peux peut-être te faire des amis, t'en faire des sœurs. Et on combattra le mal. Oui, non, mais oui, il faut tester. Totalement. Est-ce que tu as des choses qu'on aurait oublié d'aborder ou que tu veux ajouter ce début? Il me semble qu'on a un peu... Non, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Je relis mes notes. Non, j'ai rien à ajouter. Ouais, moi aussi. Bah écoute, c'est parfait. Mais c'est super. On a réussi ce pilote, mais c'est génial. Ouais, c'est génial. Était plutôt efficace, je crois. J'espère qu'on vous a donné envie de nous suivre dans cette aventure, donné envie de revoir la série. Et puis vraiment, je vous encourage, envoyez-nous vos commentaires sur les épisodes. Vous savez quel épisode on va faire par la suite et compagnie. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode, si vous avez remarqué, je sais pas moi, des points pop culture qu'on aurait oublié de citer, ou même pour l'épisode qu'on va traiter, s'il y a des choses que vous voulez qu'on parle, si vous avez des questions à nous poser. Allez-y, c'est aussi votre émission. Profitez, agrandissons le cercle. Voilà, on est là entre sorcières. Écoutez, c'est magnifique. Donc n'hésitez pas, vraiment.
Moi, en tout cas, je suis ravie de parler de la série avec toi et j'ai hâte de faire le prochain épisode. J'ai pas noté le titre, mais on parlera de l'épisode 2 qui va être intéressant aussi. On va sûrement avoir des points sorcellerie de folie. On va essayer de vous noter ça. Si on trouve des sorts sympas, on vous les partagera. N'oubliez pas, d'ailleurs, on n'a pas dit, mais c'est vrai que l'importance aussi de répéter plusieurs fois un sort, c'est ce qui permet de renforcer la puissance et c'est encore une fois une référence aussi à la Trinité. Apparemment, c'est important. Le chiffre 3 en magie. Oui, je oui. disais. Oui, et puis les formules magiques sont souvent fonctionnent comme un, la pensée magique, et deux, la poésie. Oui, en rime. c'est très chantant. Ouais, c'est ça. Bah, les rituels d'antan, c'était pratiqué, enfin, quand on dit la danse de la pluie, c'est pas une, Oui, c'est pas pour rien. une blague, hein, en fait, c'était des rituels avec de la danse, des chants, etc. Et c'est encore le cas pour ceux qui pratiquent le chamanisme, donc Ouais. donc voilà. Donc voilà, c'est artistique, c'est artistique. Donc voilà, la conclusion, la magie, c'est artistique, c'est de l'art. Donc on va essayer d'en parler. En tout cas, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous tapez James et Faye, vous nous retrouvez un peu partout. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager les émissions. Ça nous aide, ça nous soutient, ça nous fait plaisir. Pareil, si vous voulez soutenir nos productions, vous pouvez faire un tour sur notre page Tipeee. Ne serait-ce que genre 1 € en soutien, déjà, c'est super. On vous en remercie par avance. Et puis, si vous voulez voir aussi, on a une chaîne YouTube, on a un Discord, on a plein de choses. On a aussi, en description, vous pouvez retrouver nos Linktree avec tous les liens pour nous suivre sur nos projets annexes. Donc pareil, n'hésitez pas à regarder ça, à vous abonner. Ça nous fera plaisir, vraiment. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Charmed Ones, où on parlera donc de l'épisode 2 de la saison 1. Salut! Salut!